Sous la lumière douce du matin, les champs envahis par les herbes folles semblaient se réveiller dans un éclat d'or liquide. Là où beaucoup ne voyaient qu'un terrain perdu, un enchevêtrement de mauvaises herbes, des clôtures effondrées et des rêves oubliés, Sarah, elle, apercevait autre chose. Adossée à la rambarde du vieux perron de la ferme de sa grand-mère, une tasse de café entre les mains pour se protéger du froid mordant d'automne, elle observait la terre avec un mélange de tendresse et de détermination. 3 mois plus tôt, lors de la lecture du testament de grand-mère Éléanore, ses oncles et cousins avaient éclaté de rire lorsqu'elle avait refusé de signer les papiers de vente. Cette fille jette de l'argent par les fenêtres, juste par sentimentalisme, avait marmonné son oncle Robert. Mais Sarah voyait ce que ne pouvait pas voir, la promesse enfouie sous les années d'abandon, les traces de sagesse laissées dans chaque sillon, la voix d'Éléanore murmurant encore à travers les arbres. Aujourd'hui, alors que la famille devait venir constater l'étendue de sa folie, elle se demandait, comprendrait-il enfin que certains héritages ne se mesurent pas en dollars? Dans le grenier où flottait une odeur de poussière et de bois sec, Sarah faisait glisser ses doigts sur les tranches des vieux livres. Un mince rayon de soleil perçait par la lucarne, illuminant les particules en suspension comme une pluie d'or. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'elle avait tenu tête à la famille au bureau du notaire, mais le poids de sa décision restait lourd sur ses épaules. « Tu as toujours été têtu » murmura-t-elle à la pièce silencieuse, comme si Éléanore pouvait l'entendre. Elle crut presque percevoir son sourire bienveillant, ce sourire d'autrefois lorsqu'elle la surprenait à désherber le potager. À 42 ans, Sarah Bennett n'avait jamais imaginé quitter son poste bien établi de paysagiste à Chicago. 15 années à concevoir des jardins aseptisés pour des clients qui ne savaient pas distinguer une lavande d'un lilas l'avait peu à peu vidé de sa passion. L'an dernier, quand on avait donné la promotion à un collègue plus jeune et plus bruyant, elle avait compris que quelque chose devait changer. En tirant un vieux carnet relié de cuir d'une pile branlante, elle lut sur la couverture « Rêve de jardin Éléanore Bennett ». C'était l'écriture de sa grand-mère. Le cœur battant, Sarah s'assit sur une malle et ouvrit les pages jaunies. Elle découvrit des croquis minutieux de massifs, des notes sur les saisons de semis, des pétales séchés collés entre les feuillets, et de longs paragraphes où Éléanore décrivait les humeurs de la terre, les années de sécheresse, les printemps d'abondance. Une voix rocailleuse la fit sursauter. « Eh bien, je vais être Sarah Bennett en personne. » Elle leva les yeux. Dans l'embrasure de la porte se tenait en Willoughby, le vieux voisin, le visage buriné par des décennies de vent et de soleil. « Je t'ai fait peur » demanda-t-il en souriant. « J'ai vu ta voiture. Je me suis dit que je passerais avec une part de tarte aux pommes de Martha. »« Merci, Hank. » « J'étais justement. » Elle leva le journal. Il hocha la tête. La Bible du jardin d'Éléanore. Elle écrivait là-dedans tous les jours. Elle disait que la terre lui parlait, et qu'elle ne faisait que noter ce qu'elle entendait. Sarah sourit, replongée dans le souvenir des étés passés à suivre sa grand-mère entre les rangées de légumes, apprenant à distinguer les jeunes pousses des mauvaises herbes. J'avais 10 ans la première fois qu'elle m'a laissé planter quelque chose toute seule. Des tournesols, dit Hank sans hésiter. Elle écarquilla les yeux. Tout le long de la clôturait. Éléanore était si fière qu'elle avait pris des photos et montré tout ça à l'église. L'image revint à Sarah, ses petites mains recouvrant les graines de terre, Éléanore agenouillée à côté d'elle, expliquant avec patience la profondeur du trou, puis les semaines suivantes à regarder les tiges grandir jusqu'à dépasser sa tête. « La famille pense que je suis folle » avoua-t-elle. « Oncle Robert m'a encore appelé hier. Selon lui, je jette de l'argent par la fenêtre. Le promoteur a augmenté son offre de 50 000. » Hank s'appuya contre le chambranle. « Ton oncle n'a jamais compris ce lieu. Après la mort de ton grand-père, il n'a vu que des factures. 300 acres de souvenirs transformés en fardeaux. Les promoteurs veulent construire une résidence fermée avec un terrain de golf. » La voix de Sarah se serra. « Ils raseront tout. Et toi, qu'est-ce que tu veux en faire ?» Elle baissa les yeux vers le journal. « Je ne sais pas encore. Mais cette terre a élevé 3 générations de Bennett. Il y a ici quelque chose qui mérite d'être sauvé. » Hank hocha la tête, pensif. « Éléanore disait toujours que tu étais la seule à pouvoir comprendre. » Sarah releva la tête. « Que veux-tu dire ? Viens. Il faut que je te montre quelque chose avant que la lumière ne tombe. » Ils descendirent l'escalier grinçant, traversèrent le salon au papier peint jauni, et sortirent par la porte arrière. Le vent transportait l'odeur humide des feuilles mortes. Hank la guida jusqu'à une butte dominant toute la propriété. Le soleil déclinant projetait de longues ombres sur les champs envahis.
Ta grand-mère venait ici chaque soir avant le coucher du soleil, dit-il doucement. Elle appelait ça son coin de réflexion. La dernière fois que je l'ai vue à l'hôpital, elle m'a demandé de te montrer cet endroit, quand le moment serait venu. Une boule monta dans la gorge de Sarah. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Ce n'était pas encore le bon moment. Il fallait d'abord que tu trouves son journal. Il désigna la parcelle à l'ouest. Là-bas, la meilleure terre du domaine. Et la zone plus basse retient l'eau, parfaite pour certaines cultures. Eleanor avait des projets. De grands projets. Sarah ouvrit le journal à une page marquée d'une branche de lavande séchée. Un plan détaillé montrait la ferme transformée, des sections ordonnées, des rotations saisonnières, un petit verger. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, souffla-t-elle. Hank posa une main sur son épaule. La vraie question, c'est, le sais-tu, toi? Pour la première fois depuis son arrivée, Sarah sentit quelque chose d'autre que la nostalgie, une pulsation d'espoir. Son appartement de Chicago lui paraissait désormais étranger. Elle disposait encore de 2 mois de congés payés, une compensation maladroite de son entreprise pour avoir préféré un jeune collègue à elle. Nous apprécions vos 15 années de service, Sarah, mais Brad apporte une perspective nouvelle. Une perspective nouvelle d'un trentenaire qui avait pris des plantes indigènes pour des mauvaises herbes pendant son entretien. Elle soupira, jetant un tas de magazines de design dans un carton destiné aux dons. Son téléphone vibra. Michael affichait l'écran. « Salut, cousine préférée », dit la voix familière. « Je venais voir comment tu allais. Oncle Robert répète à tout le monde que tu as perdu la tête. » Ces mots, pas les miens. Sarah esquissa un sourire. Michael était le seul des Bennett à ne pas lui avoir conseillé de vendre. Toujours saine d'esprit, juste, déterminée. « Donc, tu vas vraiment faire ça? Quitter Chicago pour devenir fermière? » « Je prends un congé, corrigea-t-elle, bien que les cartons autour d'elle trahissent une autre vérité. Le cabinet garde mon poste 6 mois. Après, on verra. » Son regard glissa vers le journal d'Eleanor posé sur la table. « Disons que je laisse les portes ouvertes. » Une notification apparut, offre révisée au Evergreen Développement. Supprimée. Papa s'inquiète pour les factures de maman, reprit Michael d'une voix plus basse. C'est pour ça qu'il soutient Robert. Les traitements de sa sclérose sont coûteux. Une ombre de culpabilité traversa Sarah. Je ne prive personne de son héritage. Je veux juste du temps pour comprendre avant de tout céder à des promoteurs qui effacent chaque trace de notre famille. Je sais. Mais la pression est réelle. Il hésita. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant là-bas. Sarah prit sur l'étagère un vieil album photo poussiéreux. Oui. Des clichés qui remontent aux années 50. La ferme était splendide. Des vergers, un potager, même des ruches. Rien à voir avec ce champ en friche. Elle ouvrit à une photo délavée, Eleanor et grand-père James posant fièrement devant des rangées de maïs, la grange rouge étincelante derrière eux. Fête des récoltes, 1963, lut-elle à voix haute. Le maïs de grand-mère a remporté le premier prix. Michael rit. Difficile à imaginer. La dernière fois que je suis venu, la grange tenait à peine debout. C'est justement ça. Moi, je peux l'imaginer. Je vois ce que ça pourrait redevenir. Après l'appel, elle continua de feuilleter l'album. Sur une photo, une jeune Eleanor posait avec ses parents près d'un petit chêne. Ce même arbre dominait maintenant le champ et, immense et majestueux. Le temps avait transformé un simple geste d'amour en monument vivant. 3 jours plus tard, Sarah entra dans le café de Mapleton, petite ville de 3000 habitants. Les conversations s'interrompirent brièvement. Tiens donc, la petite fille d'Eleanor Bennett, lança une femme aux cheveux gris derrière le comptoir. Son badge indiquait Darlene. On dit que tu restes à l'ancienne ferme. Les nouvelles vont vite, répondit Sarah en commandant un café. Petite ville, sourit Darlene. On dit aussi que les promoteurs offrent une fortune. Sarah emporta sa tasse dans un coin et ouvrit son ordinateur. Les colonnes de son tableau Excel s'emplissaient de chiffres inquiétants, taxes foncières, assurances, coûts d'entretien. Ces économies ne tiendraient pas plus de 6 mois. Je peux m'asseoir, demanda une voix masculine. Un homme de son âge tenait une tasse entre des mains tannées par le soleil. Vous êtes bien la petite fille d'Eleanor. Je m'appelle David Nichols, agent agricole du comté. Elle lui fit signe de s'asseoir.
J'ai l'impression que tout le monde sait qui je suis. Eleanor était respectée ici. Et quand des promoteurs commencent à offrir des millions pour sa terre à peine un mois après ses funérailles, les gens remarquent. Sa franchise contrastait avec la diplomatie glacée de Chicago. J'évalue mes options, répondit-elle prudemment. David hocha la tête. Ces sociétés promettent croissance et prospérité, mais elles ne parlent jamais de ce qu'on perd, 300 acres de sol fertile, un habitat pour la faune, un morceau de mémoire locale. Sarah eut un sourire triste. Vous parlez comme ma grand-mère. C'est normal, répondit-il avec un éclat dans les yeux. C'est elle qui m'a tout appris sur cette terre. Le téléphone de Sarah vibra à nouveau, appel entrant Robert Bennett. Elle refusa. David observa le geste, sans jugement. La famille, demanda-t-il. Elle hocha la tête, le regard perdu dans la vapeur de son café. Oui. Et c'est sans doute la plus dure des tempêtes à affronter. Ce matin-là, sous le ciel clair de Mapleton, Sarah sentit que quelque chose s'était mis en mouvement. Ce n'était plus seulement une ferme qu'elle voulait sauver, mais un héritage vivant, une terre qui parlait encore à travers les pages d'un vieux carnet et les racines d'un chêne géant. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sut que ses rêves, eux aussi, pouvaient repousser. Le cœur de la terre. Les frères et sœurs de sa grand-mère ne voyaient dans la ferme qu'une somme à encaisser. Ils parlaient de chiffres, pas de racines. Sarah, elle, voyait autre chose, la mémoire d'une lignée, le souffle d'une terre aimée. Assis face à elle dans le petit café de Mapleton, David l'écoutait sans l'interrompre. Ses yeux reflétaient une compréhension sincère. Ma famille aussi a perdu notre verger, dit-il doucement. J'étais encore à l'université quand les promoteurs ont racheté nos terres. Aujourd'hui, c'est un centre commercial désert avec un food court moribond. J'ai juré d'aider d'autres à ne pas connaître la même douleur. Sarah hocha la tête. Par la fenêtre, un panneau publicitaire montrait un alignement de maisons neuves, Mapleton Meadows, bientôt des résidences de luxe. Elle reconnut, sous les images retouchées, la silhouette du vieux champ laitier des Pearson. Ce projet a commencé l'an dernier, ajouta David. 17 familles ont vendu. Il y a plus de maisons, certes, mais moins de fermes. Moins de liberté. Sarah baissa les yeux. Mon cabinet d'architecte s'est spécialisé dans la conception de communautés planifiées, avoua-t-elle. J'ai moi-même dessiné des quartiers comme celui-là. Mais en repensant au journal d'Eleanor, aux photos des champs autrefois florissants, et aux mots gravés sur la pierre du « lieu de réflexion » de sa grand-mère, un doute profond la traversa. Je ne sais plus ce que je veux construire, murmura-t-elle. Elle referma son ordinateur. Mais je sais ce que je ne veux pas détruire. Le bureau de Jenkins et Barnett occupait le second étage du plus ancien bâtiment de briques de la ville. À l'intérieur, le bois sombre et l'odeur du cuir donnaient une impression de gravité. Sarah patientait, feuilletant les documents relatifs à la propriété. Pardonnez mon retard, lança enfin Harold Jenkins en entrant, lunettes sur le nez. Les affaires d'Eleanor n'étaient pas compliquées, mais il reste quelques points à éclaircir. Je suis surtout intéressé par l'acte de propriété original, répondit Sarah. Ma grand-mère évoquait une clause spéciale. Le vieil avocat haussa un sourcil. Elle vous en a parlé? Intéressant. Il sortit une feuille jaunie protégée dans une pochette plastique. Voici l'acte de 1891, lorsque votre arrière-arrière-grand-père a acquis les terres Bennett. Il montra une ligne écrite à l'encre délavée. Cette terre, faisant partie du patrimoine naturel, porte le devoir solennel d'entretenir à jamais le cœur de la propriété. Si ce cœur venait à cesser de battre, la terre reviendrait au trust du comté. Sarah fronça les sourcils. Qu'est-ce que cela signifie, juridiquement? Probablement une tournure poétique, répondit Harold en retirant ses lunettes. Les tribunaux modernes la jugeraient symbolique. Mais votre grand-mère la prenait très au sérieux. Elle m'a fait promettre de la signaler à l'héritier. Il lui tendit alors une autre feuille, la propre interprétation d'Eleanor, écrite d'une main ferme. Le cœur de la terre bat par la culture, la bienveillance et le respect de ceux qui poussent et respirent ici. Le recouvrir de béton, c'est étouffer sa pulsation. Sarah sentit sa gorge se serrer. Elle n'a jamais dit ce qu'était exactement ce cœur? Non. Mais je sais qu'elle a refusé plusieurs offres très lucratives, toujours au nom de cette clause mystérieuse. Le tintement d'une clochette annonça son arrivée à la Société historique de Mapleton. Dans la vieille maison victorienne transformée en musée, des photographies anciennes tapissaient les murs.
Vous êtes bien Sarah Bennett, demanda une femme à lunettes derrière un ordinateur. Je suis Martha Gallagher. Harold m'a prévenu de votre visite. Je cherche à mieux comprendre l'histoire de la ferme de ma grand-mère, expliqua Sarah. Martha lui montra plusieurs dossiers soigneusement classés. Le domaine Bennett est emblématique. L'un des premiers à adopter des pratiques agricoles durables après la Seconde Guerre mondiale. Sarah parcourut des articles de journaux montrant James et Eleanor Bennett recevant des prix d'agriculture, organisant des fêtes de moisson, posant fièrement avec leurs récoltes. Les gens disaient que James était fou, se souvenait Martha. Il refusait déjà certains pesticides dans les années 50. Et après sa mort, Eleanor a repris le flambeau avec encore plus d'ardeur. Sarah esquissa un sourire ému. Oui, ça lui ressemble. Elle était tenace, poursuivit Martha. On la surnommait la vieille dame au plantoir, celle qui résistait aux promoteurs armés d'une truelle et de pur entêtement. Sarah hésita. Avez-vous déjà entendu parler du cœur de la terre? Le regard de Martha changea. Où avez-vous entendu cette expression? Dans l'acte de propriété. Ma grand-mère semblait y attacher de l'importance. Eleanor gardait bien des secrets, répondit Martha prudemment. Mais elle protégeait farouchement une parcelle près du vieux chêne. Elle disait qu'elle avait des propriétés spéciales. Les gens pensaient que c'était une lubie. Le soir tombait sur la ferme. Les ombres s'allongeaient sur le porche lorsque la poussière d'une voiture de luxe s'éleva dans l'allée. L'éclat du chrome annonça l'arrivée de son oncle Robert. Son costume impeccable tranchait avec la simplicité du lieu. Cette comédie a assez duré, lança-t-il sans saluer. Les promoteurs ont revu leur offre, 5 millions, paiement accéléré. Il est temps de tourner la page. Sarah soupira. Bonjour à toi aussi, oncle Robert. Il s'assit dans un vieux fauteuil en osier qui gémit sous son poids. Tes cousins ont besoin de cet argent pour leurs études. Patricia croule sous les factures médicales. Et moi, j'ai des investissements à sécuriser. La terre ne se résume pas à de l'argent, dit-elle doucement. Tout se résume à l'argent, coupa Théil. Ta grand-mère vivait dans le passé. Cette ferme ne rapporte plus rien depuis 20 ans. C'est un fardeau, pas un héritage. Sarah serra les poings. Donne-moi 6 mois. Laisse-moi essayer. Le reste de la famille s'impatiente. Si tu ne signes pas d'ici la fin du mois, nous saisirons la cour pour forcer la vente. Ne rends pas ça plus laid que nécessaire. Lorsqu'il partit, la maison sembla respirer d'un silence lourd. Sarah verrouilla la porte, puis monta dans la chambre d'Eleanor. L'odeur de lavande flottait encore dans l'air. Cette nuit-là, son sommeil fut agité, des bruits, des chuchotements, le craquement des murs. Avant l'aube, elle rêva d'un jardin éclatant de vie. Sa grand-mère s'y tenait, baignée de lumière, et lui montrait du doigt le champ oriental. Le cœur, murmura-t-elle. Tu dois trouver le cœur. Sarah se réveilla, le cœur battant, le mot encore suspendu entre rêve et réalité. Le lendemain, la maison d'Eleanor accueillit la réunion de famille. L'atmosphère était tendue, les visages fermés. Sarah avait disposé les chaises en cercle pour éviter les camps, mais rien n'y faisait. Un homme en costume impeccable, Richard Harrison, prit la parole avec un sourire commercial. Evergreen Développement comprend l'attachement familial à la propriété, dit-il. 5 millions, c'est notre offre finale, bien au-dessus du marché. Sur la table basse, des plans colorés montraient des maisons identiques entourant un lac artificiel. À l'endroit de la vieille grange, un clubhouse luxueux. Que deviendront les bâtiments existants, demanda Sarah. Tous seront rasés, répondit Harrison. Nous préserverons toutefois un moulin décoratif dans le parc central, clin d'œil à l'histoire agricole. Teresa, la fille de Patricia, prit la parole d'une voix tremblante. Maman a besoin de traitements coûteux. Cet argent changerait sa vie. Sarah hocha la tête. Je comprends. Je demande seulement du temps pour chercher une autre solution. Quelle solution? S'emporta Robert. Tu es architecte paysagiste, pas magicienne. Cette ferme est morte depuis longtemps. Un silence suivit, brisé par la voix posée de David Nichols, resté discret jusque-là. Il existe des subventions fédérales pour restaurer des fermes patrimoniales, dit-il. Le USDA. Qui l'a invité? Interrompit Robert, furieux. Moi, répondit Sarah. David est agent agricole du comté. Il connaît les options.
Harrison croisa les bras. Mademoiselle Bennet, je respecte votre attachement, mais notre offre est limitée dans le temps. Nos investisseurs attendent une réponse sous 30 jours. Un cousin jusque-là silencieux, Michael, proposa timidement. Et si on recevait chacun notre part, tout en laissant à Sarah le temps d'explorer? Il doit bien exister un compromis. Aucun compromis, tonna Robert. Soit on profite tous, soit Sarah nous ruine par égoïsme. Patricia leva la main, la voix tremblante. J'hypothèque ma maison pour mes traitements. Lisa ne peut plus payer l'école spécialisée de son fils. Et toi, tu bloques tout pour un rêve sentimental. Harrison sortit alors un autre document. Voici peut-être une solution. Evergreen verse immédiatement un acompte de 250 000 $, répartis entre les membres de la famille. Mademoiselle Bennet obtient 6 mois pour trouver une alternative. Si elle réussit, elle rembourse la somme avec 10% d'intérêt. Sinon, la vente se fera comme prévu. Des murmures d'approbation parcoururent la pièce. Sarah sentit la panique monter. J'ai besoin de réfléchir. Il n'y a rien à réfléchir, répliqua Robert. Tu signes, ou nous saisissons la cour. Eleanor t'a légué la ferme, oui, mais sa valeur appartient à nous tous. Nous avons aussi des droits. Le silence tomba. Tous les regards se tournèrent vers Sarah. Seul Michael, compatissant, et David, immobile dans un coin, semblaient lui offrir un soutien muet. Elle inspira profondément. Puis-je avoir la pièce, s'il vous plaît, demanda-t-elle d'une voix calme. Lentement, les chaises raclèrent le sol, et un à un, les membres de la famille sortirent. Lorsqu'elle se retrouva seule, Sarah posa une main sur la table, là où reposait encore la vieille clé du grenier. Le cœur de la terre. Ces mots vibraient désormais en elle comme une promesse ou un appel. Le cœur de la terre. Tous étaient sortis sur le porche, leurs visages éclairés par la lumière déclinante. Seul David demeurait à l'intérieur, les mains glissées dans les poches, le regard pensif tourné vers la fenêtre. Ils n'ont pas tort au sujet des réalités financières, dit-il d'une voix calme. Et moi, demanda Sarah. Ai-je tort de croire que la valeur de cette terre dépasse celle des $? David secoua doucement la tête. Non. Tu as raison aussi. Mais si Evergreen construit ici, le prix réel sera payé ailleurs. Il désigna les plans étalés sur la table. Le lac artificiel qu'il prévoit de creuser modifiera le flux naturel des eaux souterraines. Les fermes voisines seront privées d'irrigation. Les maisons identiques auront besoin de pelouses identiques, entretenues à coups de produits chimiques. Et ces produits s'infiltreront dans la nappe phréatique. Regarde cette ligne, ici, c'est le couloir de migration des cerfs et des renards. Si la bétonneuse y passe, ce passage disparaît. Et quand la nature disparaît, elle ne revient jamais tout à fait. Quand il s'en alla, Sarah demeura seule. Le contrat gisait devant elle, son nom imprimé en lettres froides. À travers la vitre, elle vit Harrison présenter à sa famille des images de synthèse aux couleurs parfaites, pelouse verte, clôture blanche, visage souriant. Son oncle Robert riait, tapant amicalement l'épaule du promoteur. Le vieux plancher craquait sous le poids du vent, comme si la maison elle-même exprimait son inquiétude. Sarah leva les yeux vers la cheminée, sur le manteau reposait une photo sépia d'Eleanor, jeune et droite, un air de fierté tranquille. Derrière elle, les sillons d'un champ fraîchement labouré. Elle avait relevé cette ferme après la ruine, avait rendu la terre féconde à la seule force de sa volonté. Sarah prit sur une étagère un vieil arrosoir en cuivre terni. C'était celui qu'Eleanor utilisait pour lui apprendre à jardiner. Arrose les racines, pas les fleurs, lui disait sa grand-mère. C'est là que la vie commence. Les fleurs, tout le monde les admire. Mais c'est sous la terre que se joue la vraie beauté. Sarah fit glisser son doigt sur le bec cabossé. Le métal, jadis brillant, s'était couvert d'une patine verte, comme si le temps lui-même avait voulu y inscrire la mémoire des saisons passées. À cet instant, la décision prit forme dans son cœur avant même d'atteindre son esprit. Quand elle sortit sur le porche, sa famille l'attendait. Sa voix ne tremblait pas. J'ai besoin de mes 6 mois. Et je compte bien les utiliser jusqu'au dernier jour. La pluie s'abattit sur la toiture dans un fracas de tambours impatients. 3 semaines avaient passé depuis cette réunion. Sarah n'avait fait que défricher quelques sentiers, arracher des ronces. Cette nuit-là, la tempête semblait vouloir éprouver sa résolution autant que les vieilles planches du toit. Un craquement retentit, suivi d'un choc violent.
Sarah se redressa d'un bond. Armée d'une lampe torche, elle descendit l'escalier. Le vent s'engouffrait dans la cuisine, une branche d'un vieux chêne avait transpercé la toiture, laissant ruisseler la pluie à torrents. L'eau se répandait sur le sol, trempant les photos qu'elle classait plus tôt dans la soirée. Elle tenta d'en sauver quelques-unes, mais beaucoup étaient déjà perdus. Au matin, la tempête avait quitté la vallée, ne laissant que désolation. Le toit éventré, la grange à demi écroulée, les vitres brisées. Sarah resta assise sur les marches du porche, la tête entre les mains, quand son téléphone vibra. Mademoiselle Bennett ? Ici Richard Harrison. J'ai entendu parler des dégâts. Ces vieilles propriétés résistent mal aux intempéries, vous savez. Sa voix mielleuse l'irrita aussitôt. Comment êtes-vous déjà au courant ? Oh, vous savez, les nouvelles circulent vite dans les petites villes. Peut-être est-ce le moment de reconsidérer notre offre ? Les réparations de structures historiques peuvent être ruineuses. Notre proposition tient toujours, malgré la tempête. Elle raccrocha sans répondre. Son doigt resta suspendu un instant au-dessus du numéro de son oncle. Un simple appel, et le poids de tout cela disparaîtrait. Elle pourrait rentrer à Chicago, retrouver ses bureaux climatisés, dessiner des parcs artificiels pour des gens qui aimaient la nature sans vouloir la toucher. Sur la rambarde, l'arrosoir d'Eleanor était plein d'eau de pluie. Sarah le saisit et en versa le contenu sur le vieux rosier, celui qu'elle essayait de sauver depuis son arrivée. Les pétales déchirés semblaient reprendre vie sous les gouttes. Du courage, lança une voix derrière elle. C'était Hank, le vieux fermier du coin, les bottes couvertes de boue. Il observa les dégâts d'un air tranquille. Rien qu'on ne puisse réparer. Je n'en ai pas les moyens, admit-elle. Peut-être que c'est un signe, Hank. Un signe qu'il faut savoir lâcher. Les tempêtes, ça passe, répondit-il. Ta grand-mère en a affronté de pire. Eleanor n'avait pas une famille entière contre elle, ni un toit percé. Hank esquissa un sourire. Viens. J'ai quelque chose à te montrer. Il l'amena jusqu'à la grange. Derrière de vieux sacs de grains et des outils rouillés, il souleva une trappe dissimulée dans le plancher. Ta grand-mère m'a dit de te montrer ça quand tu serais prête. Je crois que c'est le moment. Ils descendirent dans une cave creusée sous terre. L'air y sentait la terre et la conserve. Hank alluma sa lampe. Des rangées de bocaux poussiéreux brillaient faiblement. Sur une étagère reposait une petite malle en bois. Elle t'a laissé là. Et elle a dit que tu saurais quand l'ouvrir. Sarah posa les mains sur le couvercle. À l'intérieur, une enveloppe scellée et un carnet en cuir usé. Sur l'enveloppe, son nom, tracé de la main familière d'Eleanor. De retour à la lumière du jour, Sarah lut la lettre, le vent jouant dans ses cheveux à travers la brèche du toit. Ma chère Sarah. Si tu lis ces mots, c'est que tu as compris que cette ferme recèle bien plus que ce qu'on en voit. Le cœur de la terre n'est pas une jolie formule légale, il existe vraiment. Quand ton grand-père est revenu de la guerre, il était brisé. Cette terre l'a guéri. Pas seulement par le travail, mais par quelque chose dans le sol lui-même. Le champ du sud-est, près du vieux chêne, nourrit le corps et l'âme. Nous n'avons jamais vendu ces récoltes. Nous les offrions à ceux qui en avaient besoin. Les médecins n'ont jamais compris pourquoi Madame Peterson allait mieux ou pourquoi le petit Lorson a cessé de bégayer. Nous savions. Certains parlaient de superstition. Ton grand-père disait que c'était une bénédiction. Moi, j'y vois une responsabilité. Cette ferme n'est pas qu'un héritage. C'est un lieu de guérison, un refuge. Le journal contient tout ce que je sais du cœur de la terre. Fais-toi confiance. Tu as le don. Avec tout mon amour. Eleanor. Les doigts tremblants, Sarah ouvrit le carnet. Des notes méticuleuses, des schémas, des dates. Des années d'observation, la croissance des plantes, la composition du sol, les noms de familles aidées par les récoltes. Elle tourna les pages, fascinée. Un coup discret à la porte la fit sursauter. Sur le seuil se tenait un vieil homme appuyé sur une canne. « Vous ne me connaissez pas, dit-il. Je m'appelle Walter Kelsey. J'ai appris que la petite fille d'Eleanor Bennett était de retour. J'essaie, mais, disons que la maison a besoin de plus d'amour que moi seul. » L'homme hocha la tête. « Votre grand-mère a aidé ma famille, il y a bien longtemps. Je crois qu'il est temps de lui rendre ce qu'on lui doit. Mes fils dirigent une entreprise de construction.
Ils répareront votre toit. Aucun frais. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, des photos jaunies, un jeune Walter recevant un panier de légumes d'Eleanor, et un mot. Les médecins me donnaient 3 mois à vivre. Après un été à manger les produits de votre grand-mère, j'ai eu 50 années de plus. Certaines dettes ne se paient pas en argent. Sarah sentit quelque chose se réveiller en elle. Elle regarda autour d'elle, la ferme blessée, la terre détrempée, les souvenirs encore vivants. Ce lieu n'était pas condamné. Il attendait simplement d'être écouté. Le lendemain, elle installa un petit espace de travail sur le porche. L'arrosoir, nettoyé et soudé, trônait à côté des carnets d'Eleanor. Elle se promit de recommencer, peu importe la fatigue, la boue ou les doutes. Un mois plus tard, ses mains n'étaient plus les mêmes, couvertes de callosité, tachées de terre. Et pourtant, elle les trouvait plus belles que jamais. Le champ du sud-est, celui qu'Eleanor appelait le cœur, était devenu son obsession. Des années d'abandon avaient transformé la parcelle en jungle de ronces et de jeunes pousses. Sarah la défrichait patiemment, carnet en main. Tu prend mal, lança une voix derrière elle. Hank, toujours prompt à passer. Il s'accroupit à ses côtés, montrant du doigt de minuscules fleurs blanches. Regarde, des fraises sauvages. Si tu arraches tout d'un coup, tu détruis ce qu'il reste de bon. Sarah essuya la sueur de son front. Je croyais qu'il fallait repartir de zéro. La terre a de la mémoire. Parfois, les bonnes choses dorment sous la surface. Faut juste leur redonner un peu de lumière. Il lui montra comment désherber sans arracher les racines utiles, comment reconnaître les plantes indigènes. Ses gestes étaient lents, précis, pleins de respect. Comment as-tu appris tout ça, demanda-t-elle. En vivant ici. Mais ta grand-mère m'a appris à regarder autrement. À voir ce que la terre voulait, pas ce que je voulais d'elle. Il montra du doigt les collines à l'horizon. Tout ce vallon repose sur des sources souterraines. C'est ce qui rend ce sol si fertile. Sarah se souvint, Eleanor en parlait dans son journal. Elle courut chercher les vieux carnets. À l'intérieur, une carte dessinée à la main montrait un réseau de veines d'eau sous la propriété. Un symbole en forme d'étoile marquait le champ du sud-est. À côté, l'écriture fine d'Eleanor, courant le plus fort. Eau la plus pure. Hank, penché sur le dessin, souffla. Eh bien, ça alors. Eleanor ne m'avait jamais montré ça. Ces sources coulent encore, tu sais. L'eau souterraine ne disparaît pas. C'est sûrement elle qui garde cette terre vivante, même quand tout autour s'assèche. Sarah contempla la carte, le cœur battant. Alors c'est ça, murmura-t-elle. Le cœur de la terre. Ce n'est pas qu'une métaphore. C'est ce qui alimente tout le reste. Hank hocha la tête. Et maintenant, c'est à toi de le protéger. Sarah leva les yeux vers le vieux chêne, majestueux, ses racines plongeant dans la terre qu'Eleanor avait aimée. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit la peur s'effacer, remplacée par quelque chose de plus fort, la certitude d'être exactement là où elle devait être. La pluie, le vent, les dettes, les menaces, tout cela comptait peu face à cette évidence, certaines terres ne nous appartiennent pas. Ce sont elles qui nous choisissent. Et sous ses pieds, dans le murmure invisible des sources, Sarah crut entendre la voix d'Eleanor lui dire. Arrose les racines, ma chérie. C'est là que la vie commence. Cette soirée-là, David arriva avec le matériel d'analyse des sols, fidèle à sa promesse. Nous pourrons obtenir des lectures préliminaires aujourd'hui, expliqua-t-il, mais les résultats complets prendront quelques semaines. Sarah déplia la carte d'Eleanor. Regarde, dit-elle, nous pourrions être assis sur un réseau de sources naturelles. David siffla d'admiration. Cela expliquerait bien des choses. Le soleil descendait lentement derrière les collines, projetant une lumière dorée sur les parcelles fraîchement défrichées. Tandis que David prélevait des échantillons de terre, Sarah notait soigneusement les emplacements. Ils travaillaient en parfaite harmonie, trouvant un rythme naturel sans avoir besoin de beaucoup de mots. Les premiers relevés du pH sont excellents pour la culture, observa David. C'est même étonnant pour une terre qu'on disait abandonnée. Sarah sourit. Peut-être que le terrain n'était pas aussi négligé qu'on le croyait. Grand-mère devait entretenir ce sol d'une manière qu'on ignore encore. Plus tard, assis sur le porche, ils examinèrent leurs notes tandis que la lumière s'adoucissait. David l'observait en silence. Quoi, demanda-t-elle.
Tu as changé depuis notre première rencontre au café, répondit-il. Tu sembles relié à ce lieu. Sarah n'y avait jamais pensé ainsi, mais il avait raison. La terre t'enseigne ce dont elle a besoin, si tu sais l'écouter, dit-elle doucement. Ça, c'est bien quelque chose qu'Eleanor aurait pu dire, répondit David avec un sourire. Elle parlait souvent de toi, tu sais. Elle disait que tu étais la seule à avoir hérité de son don. Son don? Oui, celui de voir le potentiel caché, et surtout, de savoir attendre. Il désigna le champ partiellement nettoyé. Les courbes naturelles du terrain révélaient maintenant un relief idéal pour la culture en terrasse. La plupart auraient tout aplani avec des bulldozers, dit-il. Toi, tu redonnes vie à ce qui était déjà là. Le téléphone de Sarah vibra, rompant la quiétude du moment. Elle avait commencé à tenir un blog pour raconter la restauration de la ferme, un simple journal au départ. Ce qu'elle découvrit la surprit, plus de 500 abonnés. On dirait que les gens s'intéressent à ton projet, nota David en jetant un œil à l'écran. Juste quelques amis de Chicago, répondit-elle en riant, sans vraiment y croire. Avant de partir, David lui parla d'un programme de subvention du comté destiné à soutenir l'agriculture patrimoniale. Ce n'est pas grand-chose, mais cela pourrait t'aider à acheter du matériel ou des semences. Je peux t'apporter les formulaires demain. Ce serait formidable, dit Sarah, étonnée par sa propre ferveur. Quand il fut parti, elle resta sur le porche, observant les premières lucioles dans la lumière violette du crépuscule. La ferme paraissait moins solitaire, comme si elle se réveillait d'un long sommeil. Elle sortit son carnet et esquissa les plans du champ du sud-est, guidée par la carte d'Eleanor et par une intuition nouvelle, celle d'écouter la terre. En rangeant, son regard tomba sur une boîte en bois trouvée dans le garde-manger d'Eleanor. Du chêne massif, gravé de fines arabesques de vignes et de fleurs. À l'intérieur, des fiches de recettes soigneusement classées, certaines jaunies, d'autres récentes, toutes écrites de la même main élégante. Recettes de la famille Bennett, indiquait la première étiquette. Sarah les parcourut avec émotion, pain de maïs, haricots marinés, tarte au mûr. Chacune portait des notes sur la provenance des ingrédients. Les tomates du champ sud-est donnent la sauce la plus riche, lisait-elle à voix basse. N'utilisez que les fraises du carré sous le grand chêne pour cette confiture, elles ont des propriétés spéciales. Le mot « propriété » était souligné 2 fois. Le lendemain, David revint à la ferme pour examiner les premiers résultats de laboratoire. « Tu as trouvé quelque chose ?» demanda-t-il en voyant la boîte ouverte sur la table. Les recettes de ma grand-mère sont très précises quant à l'origine des ingrédients. Regarde celle-ci. Elle lui montra la carte des confitures de fraises. David fronça les sourcils, puis poussa vers elle les analyses imprimées. Cela pourrait bien s'expliquer. Le sol ici, surtout dans la section sud-est, contient une concentration inhabituelle d'oligo-éléments rares. Sur la plupart des terres agricoles modernes, ils ont disparu depuis longtemps. Ce serait donc cela, les propriétés spéciales? C'est possible. Il existe des études sur la relation entre le microbiome du sol et la valeur nutritionnelle des plantes. Un sol vivant, riche et diversifié, produit des végétaux plus nourrissants. Ce n'est pas de la magie, conclut-il, mais pour ceux qui mangent des aliments appauvris, cela pourrait y ressembler. Le téléphone sonna. C'était son cousin Michael. Robert parle encore de poursuite, annonça-t-il. Sarah soupira. J'ai encore 5 mois avant la fin de l'accord. Je sais, mais il s'impatiente. Les promoteurs le poussent. Tu n'as rien à montrer qui puisse le calmer? Elle regarda David, les rapports du laboratoire et la boîte de recettes. Dis-lui que je travaille avec l'université sur des cultures patrimoniales. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais pas totalement faux non plus. Une fois l'appel terminé, elle contempla la fiche de la sauce tomate d'Eleanor. J'aimerais pouvoir y goûter, juste pour prouver ce que la terre peut encore donner. Tu pourrais, répondit David. Plante dès maintenant, récolte à la fin de l'été. L'agriculture à petite échelle obéit à ses propres cycles. Le jour suivant, son nouveau billet de blog sur la boîte à recettes provoqua une vague d'émotion. Les commentaires affluaient. Ma grand-mère jurait que la confiture de fraises d'Eleanor guérissait ses douleurs. Ma mère faisait 1 heure de route juste pour acheter ses tomates. Mon médecin m'avait prescrit des légumes de la ferme Bennett pour soigner mon anémie, et ça avait marché. Sarah montra les messages à David lorsqu'il arriva avec des plateaux de semis. On dirait que tu rassembles une vraie communauté, observa-t-il.
Et ce soutien pourrait peser lourd si ton oncle attaque. Ensemble, ils préparèrent un petit lopin près du grand chêne. David lui apprit à construire des bacs surélevés avec le bois récupéré de la vieille grange. Le comté vient d'approuver un programme de subvention pour préserver les pratiques agricoles historiques, dit-il. Ta ferme y serait éligible. C'est une excellente nouvelle, mais je dois d'abord prouver que la terre vit encore. Tu es privilégié, répondit-il en plantant un jeune plant de tomates. La plupart héritent simplement d'un terrain. Toi, tu as hérité d'un savoir. Le soir venu, Sarah improvisa une petite rencontre sur le porche. David, Hank, Martha de la Société historique, et quelques fermiers curieux vinrent partager un thé glacé. Le soleil se couchait derrière les collines, colorant le ciel de cuivre et de rose. Éléanore savait toujours ce qui pousserait le mieux à quel endroit, se rappela un vieil homme. Ce n'était pas seulement de l'expérience, ajouta un autre. Ma grand-mère appelait ça avoir le sens de la terre. Certains comprennent la nature mieux que d'autres. Martha prit la parole. Le mois prochain, le conseil du comté réexaminera les règlements de zonage. Les promoteurs veulent reclasser les terres agricoles pour en faire des zones résidentielles. Le silence tomba. Si cela passe, poursuivit-elle, les fermes patrimoniales comme celle-ci perdront leur protection, impôts plus élevés, restrictions nouvelles. Ils peuvent vraiment faire ça, demanda Sarah. Avec assez d'argent et d'influence, oui. À moins qu'une exploitation ne démontre son importance historique et communautaire. David hocha la tête. Un projet vivant, soutenu par la population, pourrait faire la différence. Exactement, confirma Martha. Il faudra prouver la viabilité agricole, l'histoire et la valeur sociale. Quand tous furent partis, Sarah resta seule sur le porche. La boîte de recettes d'Éléanore sur ses genoux, elle sentit le poids et la promesse de l'héritage. Ce n'était plus seulement sa lutte. C'était celle de tout un village. Elle ouvrit son ordinateur et rédigea un nouvel article intitulé « Les amis de la ferme d'Éléanore ». La terre de ma grand-mère nourrit cette communauté depuis des générations. Il est temps de lui rendre l'appareil. Voici comment aider. Au matin, 47 personnes avaient déjà répondu. Plus tard, Sarah et Hank descendirent à la cave, où l'air restait 10 degrés plus frais que dehors. À la lumière de sa lampe, elle vit Hank déplacer de vieux bocaux pour révéler une petite armoire en bois incrustée dans la paroi. Éléanore m'en a parlé avant de partir, dit-il en ouvrant le loquet. Elle disait que, quand le moment serait venu, tu saurais quoi faire de ce qu'elle y avait laissé. La porte grinça, révélant des dizaines de bocaux en verre soigneusement étiquetés, des graines, certaines datant de plus de 30 ans. L'écriture variait de la main ferme de la jeunesse à celle tremblante de la vieillesse. Sarah prit un bocal marqué « Tomates du champ du chêne 1992 ». Des semences patrimoniales. Pas seulement, rectifia Hank. Ce sont des graines issues de cette terre même, adaptées à ce climat, à ce sol, au fil des générations. Elles sont irremplaçables. Sur une table pliante, Sarah disposa les bocaux avec soin. Chacun portait le nom de la variété, l'année de récolte, et la parcelle d'origine. Certaines étiquettes ajoutaient « résistante à la sécheresse, saveur exceptionnelle en année de pluie ». Ta grand-mère faisait de l'agriculture durable avant que le mot n'existe, murmura Hank avec respect. Chaque génération de plantes devenait un peu plus forte que la précédente. Sarah leva les yeux vers lui, émue. Alors, c'est ici que tout recommence. Et dans la fraîcheur silencieuse de la cave, entourée des semences d'un passé vivant, elle sentit battre sous ses pieds le cœur ancien de la terre, celui qu'Éléanore lui avait confié, non par héritage, mais parfois. Le souffle de la terre. Le téléphone de Sarah vibra, un message de David, l'expert agricole du comté. J'arrive demain. Important pour la demande de subvention. Ne t'inquiète pas, je suis de ton côté. Un léger sourire étira les lèvres de Sarah. En 6 semaines à peine, la ferme semblait renaître. Là où régnait autrefois le silence et la poussière, la vie reprenait possession des lieux. Les parcelles qu'elle avait dégagées du chaos s'étendaient désormais en lignes ordonnées. Le petit champ d'essai près du grand chêne offrait déjà un miracle, les plants de tomates avaient doublé de taille, et les jeunes pousses d'herbes aromatiques débordaient d'énergie. Guidée par les anciens carnets de jardinage d'Éléanore, Sarah avait ouvert 3 nouvelles parcelles. Chaque page annotée de la main ferme de sa grand-mère devenait un plan de culture, une prière pour la terre. Les fins de semaine, la ferme s'emplissait de voix, des retraités venus prêter main forte, des adolescents en quête d'heures de service communautaire,
des familles qui apportaient des paniers repas et restaient pour désherber sous le soleil. Son blog, à l'origine simple carnet de bord, rassemblait maintenant plus de 2000 abonnés. Les comtés voisins suivaient son aventure, fascinés par cette jeune femme décidée à redonner souffle à une terre que d'autres disaient morte. Un soir, alors qu'elle répertoriait les semences sur son ordinateur, elle entendit le crissement familier d'un moteur sur le gravier. Une BMW noire s'immobilisa à côté de son vieux pick-up couvert de boue. Uncle Robert. Je ne m'attendais pas à une visite, lança-t-elle en sortant sur le porche. Je voulais voir comment tu dépensais l'argent de la famille, répondit-il, d'un ton faussement aimable. Son regard glissa sur les champs en cours de restauration, sur les planches de culture fraîchement montées, sur l'ossature d'une petite serre derrière la grange. Jouer à la fermière semble t'amuser. Ce n'est pas un jeu, oncle Robert. Cette terre a du potentiel. Potentiel pourquoi? Pour cultiver des légumes qu'on trouve à l'épicerie? Il secoua la tête, le mépris brillant dans ses yeux. Ton blog est divertissant, mais la nostalgie ne paie pas les factures. Sarah se mordit la lèvre pour ne pas répondre trop vite. Je construis un projet agricole viable, appuyé par le bureau agricole du comté. Nous préparons une demande de subvention. Des subventions? Ricana-t-il. De la monnaie de poche à côté des 5 millions que vaudrait la vente. Tes cousins ont besoin de vrai argent pour leurs études, leurs soins. Pas de tomates biologiques. Quand il repartit, le silence sembla plus lourd qu'avant. Sarah s'assit sur les marches du porche, le regard perdu dans les champs. Était-elle en train de poursuivre un rêve trop sentimental? Les graines d'Eleanor avaient certes une valeur historique, mais pouvaient-elles convaincre une famille obsédée par les profits? Un bip sur son téléphone la tira de ses pensées. Sur le forum du projet, le spécialiste des sols venait de publier les premiers résultats. La composition minérale du cadran sud-est de la ferme Bennett révèle des taux exceptionnels d'oligo-éléments bénéfiques pour la santé des plantes et des humains. Étude approfondie recommandée. Les commentaires affluaient. Cela expliquerait pourquoi les légumes d'Eleanor étaient si recherchés, surtout par les personnes souffrant de troubles chroniques. Une femme ajouta, « Ma grand-mère jurait que les tomates Bennett avaient guéri ses problèmes digestifs quand les médecins baissaient les bras. » Puis un autre commentaire fit battre le cœur de Sarah, « Ces semences pourraient valoir plus que la terre elle-même pour la bonne entreprise agricole. » Elle resta longtemps à fixer cette phrase. Elle n'avait jamais envisagé la collection de semences d'Eleanor sous cet angle. Des variétés adaptées à ce sol précis, capables de produire des aliments riches, peut-être thérapeutiques. Le lendemain matin, Sarah et David chargèrent les bocaux étiquetés dans le camion et se rendirent au bureau d'extension du comté. Le docteur Abrams, un homme à lunettes à la curiosité contagieuse, les accueillit avec un enthousiasme visible. Certaines de ces variétés sont peut-être éteintes ailleurs, murmura-t-il en examinant les graines. Elles ont été adaptées au fil de combien de générations? Au moins 4, répondit Sarah. Mon arrière-arrière-grand-père a fondé la ferme en 1891. Extraordinaire. L'agriculture moderne a sacrifié la diversité et la nutrition pour la rentabilité. Ces graines représentent tout le contraire. Elles sont un trésor pour la recherche sur la durabilité. Un élan d'espoir gonfla le cœur de Sarah, jusqu'à ce qu'elle rentre à la ferme. À l'entrée, un panneau, accès interdit, barrait désormais le chemin. Sur la porte du porche, un avis juridique était collé. Robert avait déposé une demande de partition et une procédure visant à forcer la division ou la vente d'un bien hérité. Alors qu'elle lisait le document, un camion de service s'arrêta. Un jeune agent descendit, un classeur sous le bras. Mademoiselle Bennett? Bureau du zonage du comté. Nous avons reçu des plaintes concernant des activités agricoles non autorisées. Je dois vérifier vos permis. Des permis? Mais cette ferme existe depuis plus d'un siècle. Oui, madame, mais après 3 ans sans usage agricole, elle est repassée en zone résidentielle. Pour cultiver à des fins commerciales, il faut une reclassification. Son téléphone sonna, David, sûrement pour parler des tests. Mais avant qu'elle ne décroche, une alerte s'afficha, avertissement de tempête sévère pour les 3 prochains jours. Le ciel s'assombrissait déjà. Les jeunes pousses qu'il venait de planter ne tiendraient pas sans protection. Sarah resta figée, le regard allant de la lettre officielle au visage inquiet de l'agent, puis vers les nuages qui s'amoncelaient. Tout semblait se liguer contre elle. 6 mois jour pour jour s'étaient écoulés depuis qu'elle avait refusé de signer le contrat du promoteur. 3 mois depuis la tempête qui avait presque détruit ses semis. Et pourtant,
la ferme s'était métamorphosée. Debout sur le point de réflexion d'Eleanor, ce promontoire où sa grand-mère venait méditer, Sarah contemplait son œuvre, 4 champs alignés, débordant de tomates, de haricots, d'herbes et de légumes anciens, tous issus des graines d'Eleanor. La grange, autrefois délabrée, brillait d'un rouge neuf sous le ciel d'été. Dans la cuisine restaurée, les comptoirs en bois recyclé servaient à préparer les premières récoltes. Mais ce renouveau avait un prix. Ses économies étaient presque épuisées. Le procès contre son oncle l'avait vidé d'énergie. Le conseil du comté restait bloqué sur la question du reclassement de la propriété. Et dans 6 semaines, le contrat d'option du promoteur arriverait à échéance. Son téléphone vibra encore. C'était Michael, l'ami fidèle qui l'appelait chaque semaine. « Comment ça va » demanda-t-il, la voix pleine d'attention. « C'est à la fois magnifique et terrifiant » répondit-elle. « Le champ du Sud-Est dépasse toutes nos espérances, les gens commencent à en parler, mais Robert ne cède pas, et l'argent fond comme neige au soleil. Le rendez-vous familial la semaine prochaine ne sera pas facile, soupira-t-il. Tout le monde attend sa part de la vente. » Après l'appel, Sarah monta au grenier pour chercher un peu de paix parmi les souvenirs d'Eleanor. En ouvrant un vieux coffre en cèdre, elle découvrit une pile de couvertures soigneusement pliées. L'une d'elles attira son regard, un patchwork représentant la ferme, chaque parcelle symbolisée par un tissu différent: champs, bâtiments, ruisseaux sinueux. Mais dans le coin sud-est, une partie manquait, son tissu laissé nu, les fils suspendus comme en attente d'un geste. « Tu l'as trouvé » dit une voix douce derrière elle. C'était Martha, de la société historique locale. « C'est le kilt de la ferme Bennett. Eleanor y a travaillé pendant des années. »« Pourquoi cette section n'est-elle pas terminée » demanda Sarah en désignant le vide. Elle disait simplement que ce n'était pas encore le moment. Martha s'assit près d'elle. « Le conseil de zonage se réunit demain. Nous avons recueilli des signatures pour classer ta ferme en site patrimonial. Mais tu sais, l'argent des promoteurs parle fort. » Sarah passa la main sur les coutures du kilt. Ce morceau manquant, c'est exactement là où se trouve le cœur du domaine, le champ des sources souterraines. Ce soir-là, les amis de la ferme d'Eleanor se réunirent dans la grange rénovée. Ce qui avait commencé comme un petit groupe de voisins curieux rassemblait désormais plus de 60 bénévoles réguliers. Ils lavaient, triaient et emballaient les légumes pour leur première apparition au marché fermier du week-end. « Les tomates sont incroyables » s'exclama Lisa, une nutritionniste locale. 2 fois plus grosses que la moyenne, et leur goût est exceptionnel. David leva une poignée de haricots verts éclatants. J'ai analysé leur teneur en minéraux. On ne trouve pas ce niveau de richesse dans les produits commerciaux. Sarah regarda cette mosaïque humaine qu'elle avait contribué à créer, des retraités travaillant aux côtés d'adolescents, des voisins qui, quelques mois plus tôt, s'ignoraient encore, riant ensemble sous les guirlandes de lumière. Ce n'était pas seulement une récolte qu'ils partageaient, c'était une renaissance collective. Elle tapa doucement sur une caisse pour attirer l'attention. Avant tout, merci. Rien de tout cela n'existerait sans vous. Demain sera notre première mise à l'épreuve, si les ventes sont bonnes, nous pourrons prouver à ma famille qu'il existe ici un potentiel économique et humain. Des applaudissements éclatèrent, mais Sarah leva la main. Cependant, il faut que vous sachiez, le contrat d'option expire dans 6 semaines. Si nous n'arrivons pas à réunir assez de fonds pour le racheter ou à convaincre ma famille de la valeur réelle de cette terre, tout ce que nous avons bâti disparaîtra. Un silence pesant suivit. Puis Hank, un vieux fermier au visage tanné, se leva. Eleanor Bennett m'a aidé pendant les années de sécheresse. Elle disait que sa terre portait une bénédiction suffisante pour nous deux. Eh bien, maintenant, c'est à nous de la défendre. Il se tourna vers Sarah, la voix ferme. Je donne mon temps et mes outils. Je m'occuperai des réparations tant qu'il le faudra. Un à un, d'autres mains se levèrent. Offre de matériel, d'aide juridique, de communication. Sarah sentit sa gorge se serrer. Ce qu'ils créaient ensemble valait bien plus qu'un contrat. C'était une communauté, une promesse vivante. Quand les derniers bénévoles partirent, chacun emportant un petit panier de légumes en guise de remerciement, David resta pour l'aider à fermer la grange. J'y pense depuis un moment, dit-il en rangeant les outils. Le morceau manquant sur le kilt d'Eleanor, tu sais, le champ du Sud-Est. Oui. Le comté dispose d'un radar à pénétration de sol pour les relevés hydriques. Si quelque chose de particulier se cache sous ce champ plus qu'un bon sol? Sarah le regarda, songeuse.
Leur complicité s'était renforcée au fil des mois. Il connaissait la terre comme un scientifique, elle comme une héritière du cœur. Faisons-le, dit-elle enfin. Mais discrètement. Si Robert apprend qu'il y a quelque chose d'important là-dessous, il croira que c'est une mine d'or. Très bien. Je viendrai à l'aube, avant le marché. Ils quittèrent la grange ensemble, la nuit tombant sur les champs endormis. Et tandis qu'ils s'éloignaient, un mouvement dans l'ombre attira le regard de Sarah, fugace, indistincte, mais assez pour faire frissonner l'air. Quelqu'un observait peut-être déjà leur secret. Le cœur de la terre. Un éclat métallique attira soudain l'attention de Sarah près de l'abri à outils. Intriguée, elle s'approcha, le cœur battant, et découvrit seulement de la terre fraîchement retournée, des traces de pas s'enfonçant vers la route. Quelqu'un les observait. Cette certitude glaciale s'installa dans son ventre comme une pierre. Cette nuit-là, son sommeil fut agité. Dans ses rêves, elle vit sa grand-mère Éléanore douce, solide, vêtue de lin clair debout dans la section inachevée du grand kilt familial. Ses mains semblaient lui faire signe. Le cœur, murmura la vieille femme avec une bienveillance grave. Suis l'eau, et tu trouveras le cœur. Au lever du jour, la lumière dorée effleurait les champs encore humides. David préparait le radar de pénétration du sol, concentré, méthodique. Sarah le regardait, serrant contre elle le vieux journal d'Éléanore, dont les pages parlaient sans cesse de ce fameux « champ du Sud-Est », le cœur du domaine. Cette technologie peut détecter des variations de densité sous la surface, expliqua David. Des cavités, des sources, ou même d'anciennes fondations. Ils se mirent à l'ouvrage, avançant méthodiquement, traçant un quadrillage invisible. David suivait les signaux numériques tandis que Sarah consignait leurs coordonnées sur la carte. Vers la fin de la matinée, un signal aigu retentit, rapide et répété. « On a trouvé quelque chose, dit David, marquant l'endroit d'un piquet. » Ils poursuivirent la prospection jusqu'à ce que tout le champ soit balayé, puis examinèrent le rendu sur la tablette. « C'est un puits, conclut-il en désignant une forme circulaire. Ancien, probablement creusé à la main. On dirait qu'il est relié au réseau de sources qu'on a découvert plus tôt. » Guidés par la carte, ils atteignirent une zone envahie de ronces et de hautes herbes. Sous l'enchevêtrement végétal se dessinait un cercle de pierre. En dégageant la mousse et les racines, ils mirent au jour un puits scellé. On dirait qu'on l'a volontairement bouché, murmura Sarah en s'agenouillant. Ses doigts suivirent des motifs gravés, spirales, plantes stylisées, phases de lune. David s'accroupit à son tour. Ce ne sont pas de simples décorations. Ce sont des symboles agricoles. Des marques très anciennes pour suivre les saisons de semences. Il prit des photos sous plusieurs angles. Le service d'histoire du comté doit absolument voir ça. Ils retirèrent prudemment les pierres compactées. Le puits apparut, parfaitement conservé, bordé de blocs ajustés avec soin. À 15 pieds de profondeur, l'eau miroitait, pure, renvoyant la lumière du ciel. Ta grand-mère savait qu'il était là, dit David. La vraie question, c'est pourquoi elle l'a caché, répondit Sarah. Un coup de klaxon les interrompit, l'équipe du marché fermier venait chercher la récolte. L'enquête attendrait. Le samedi suivant, le marché de Mapleton s'emplissait d'odeurs de pain chaud et de rire. Pour la première fois, les amis de la ferme Bennett tenaient un stand officiel. Les légumes d'Éléanore scintillaient comme des joyaux, tomates rouges rubis, jaunes soleil, pourpres anciennes. Elles sont magnifiques. S'émerveilla une cliente. Elles sont bio? Au-delà du bio, répondit Sarah avec un sourire. Ces variétés viennent de semences patrimoniales, adaptées à notre sol depuis des générations. À midi, la foule affluait. Les anciens du village racontaient comment, jadis, les tomates d'Éléanore guérissaient leurs douleurs articulaires. Les médecins disaient que c'était une coïncidence, raconta un vieil homme. Mais Éléanore disait simplement, c'est la bonne terre. Sarah, débordée, notait les ventes avec émerveillement. Quand elle leva la tête, elle aperçut, à distance, Richard Harrison le promoteur observant la scène. À ses côtés, son oncle Robert, visage fermé, scrutait les étals florissants. L'après-midi même, de retour à la ferme, le docteur Abrams, de la station agricole du comté, arriva pour examiner le puits. Sa conservation est remarquable, dit-il en touchant les pierres gravées. Ces symboles correspondent à des pratiques agricoles de colons influencés par le savoir des tribus locales. Ce puits pourrait-il expliquer la vigueur de nos cultures, demanda Sarah. C'est fort possible.
Son eau contient des oligo-éléments rares, disparus de la plupart des sols modernes. Il remplit plusieurs fioles. Je vais analyser tout cela. Quand il partit, le crépuscule teintait déjà les champs d'un or apaisant. Sarah et David s'assirent près du puits, songeurs. Le marché prouve que la ferme peut vivre, dit Sarah. Mais il reste 6 semaines pour racheter les parts du promoteur. Alors il faut comprendre ce qui rend cette terre unique, répondit David. Ma grand-mère le savait. Peut-être a-t-elle laissé d'autres indices. Des pas approchèrent. David se raidit, mais Sarah reconnut la démarche lente de Hank, l'ancien ouvrier de la ferme. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas occupé de ce vieux puits, dit-il en s'asseyant près d'eux. Il caressa la pierre, son regard empreint de nostalgie. Ton grand-père l'a recouvert dans les années 70, après une sécheresse. Il ne voulait pas que les voisins sachent qu'on avait encore de l'eau. C'était lui? S'étonna Sarah. Oui. Il disait que c'était le cœur de la terre. Tant que ce puits coulerait, la ferme vivrait. Hank sortit une petite relique de sa poche, un carnet de cuir usé. Ta grand-mère me l'avait confié. Elle m'a dit de le donner à celui ou celle qui prendrait soin du puits. Sarah ouvrit délicatement l'ouvrage. L'écriture familière d'Eleanor emplissait les pages, température, pluie, gelée, notes sur les semis et les récoltes, jour après jour pendant des décennies. Elle suivait les cycles du climat, remarqua David, impressionné. Bien avant que les scientifiques ne s'y intéressent vraiment. Hank hocha la tête. Elle disait toujours, cultiver, ce n'est pas pour cette saison, mais pour la suivante, et celle d'après. Le vieil homme leva les yeux vers le ciel rougissant. Elle comprenait les cycles. Tout revient, si on sait attendre. À la tombée du jour, ils refermèrent le puits avec un simple couvercle de bois fabriqué par David à partir de planches de grange. Sarah y déposa une tomate d'Eleanor, brillante et parfaite, une offrande de gratitude. En regagnant la maison, elle sentit la terre vibrer sous ses pas, comme un battement régulier. Le cœur. Oui, le cœur du domaine battait encore. Mais l'ombre du promoteur planait toujours. Et le compte à rebours approchait. Un an jour pour jour après la mort d'Eleanor, Sarah se rendit au cimetière, un bouquet de tournesol à la main issu des semences de sa grand-mère. « Je crois que tu serais fière », murmura-t-elle en déposant les fleurs. La ferme renaît. Et c'était vrai. Les 4 champs donnaient désormais des récoltes abondantes. La grange abritait une petite cuisine coopérative où les bénévoles préparaient sauces, confitures et conserves selon les recettes d'Eleanor. Au marché, ils occupaient 3 tables, toujours vides avant midi. Pourtant, il ne restait plus que 3 semaines avant la réunion familiale décisive. Sarah n'avait pas encore rassemblé la somme nécessaire pour racheter les parts de ses proches. Ce soir-là, dans la lueur de son ordinateur, elle mit à jour le site web de la ferme. Une notification s'afficha, un message de l'université agricole demandant des semences pour son programme de préservation du patrimoine végétal, le 3e en un mois. David, revenu avec des sandwichs, lut par-dessus son épaule. Tout le monde s'intéresse maintenant aux graines d'Eleanor. Oui, soupira Sarah. Mais l'intérêt ne paie pas les factures. Pas celles de mon oncle. David posa les assiettes. J'ai reçu les résultats du bureau agricole. Les analyses de densité nutritionnelle de nos produits dépassent toutes leurs normes. Ce sol et cette eau sont exceptionnels. Sarah secoua la tête. Dans 5 ans, peut-être. Mais nous avons 3 semaines. David hésita, puis ajouta. J'ai été contacté par Heartland Natural Foods. Ils voudraient les droits exclusifs des récoltes issues des semences d'Eleanor. L'offre inclut des fonds pour agrandir la ferme. Sarah le fixa, stupéfaite. Tu négocies derrière mon dos? Pas négocie, précisa-t-il doucement. J'explore. Depuis que ton oncle est venu au marché prendre des photos et menacer, je crois qu'il nous faut un plan B. Avant qu'elle ne réponde, Hank réapparut, traînant une boîte métallique cabossée. J'ai retrouvé ça dans mon grenier, dit-il en soufflant. Ta grand-mère me l'avait donné. Je crois que le moment est venu. À l'intérieur, une pile de carnets rongés par le temps. Les journaux météorologiques d'Eleanor. Sarah les feuilleta, 50 ans d'observation quotidienne. Température, pluie, vent, gelée, rendement. Chaque ligne respirait la patience, la rigueur et l'amour d'une femme qui comprenait la terre comme une âme sœur. C'est incroyable, murmura David.
Elle anticipait déjà les changements climatiques. Ces données ont une valeur historique inestimable. Sarah, émue, suivit du doigt les schémas tracés à l'encre, des corrélations entre le climat et la position des cultures. Ce n'était pas de l'intuition, dit-elle à voix basse. Elle faisait de la science sans le savoir. Elle connaissait chaque champ, chaque microclimat. Voilà pourquoi elle savait toujours quoi planter, et où. Elle leva les yeux, une larme brillant dans sa pupille. Tout était là, depuis le début. Dans le cœur de la terre. David posa sa main sur la sienne. Et maintenant, c'est à toi de continuer. Sous la lumière du soir, le vent fit bruisser les tournesols comme un murmure d'approbation. La ferme respirait. L'eau du puits reflétait le ciel, et dans ce miroir tranquille, Sarah crut apercevoir un instant le visage souriant d'Éléanore. Le cœur battait encore fort, fidèle, éternel. Le cœur de la terre. David referma doucement le dernier carnet de notes d'Eleonora Bennett. Les pages, jaunies par le temps, regorgeaient de graphiques, d'observations météorologiques et de calculs serrés. Elle y avait prédit des changements dans les cycles de pluie et de température, dessinant à l'avance les mutations du climat qui, aujourd'hui, bouleversaient la région. C'est un travail visionnaire, murmura-t-il avec un mélange de respect et d'émerveillement. Elle anticipait les adaptations agricoles nécessaires avant même que le mot résilience climatique ne devienne à la mode. À la tombée du jour, les habitants du village commencèrent à affluer vers la ferme pour une veillée en mémoire d'Eleonora, organisée par le groupe des Amis de Bennett Farm. Le soleil couchant baignait les champs d'une lueur dorée, et l'air sentait le foin, la terre humide et la lavande séchée. Des chaises avaient été disposées sous le grand chêne, et les voix s'élevaient peu à peu, tissées de rire, de nostalgie et de reconnaissance. Une vieille femme prit la parole la première. Mon fils refusait de manger le moindre légume, jusqu'au jour où Eleonora lui a donné des tomates cerises de son jardin. Elle sourit, la voix tremblante. Elles avaient le goût du soleil. Aujourd'hui, il est nutritionniste. Les rires doux qui suivirent se mêlèrent au chant des grillons. Hank, un fermier aux mains épaisses, ajouta. Elle savait toujours quoi planter, et surtout, quand planter. Les agriculteurs des environs guettaient le moment où Eleonora mettait ses graines en terre. C'était notre calendrier à tous. Lorsque la foule se dispersa, une journaliste du Mapleton Gazette s'approcha de Sarah. Nous préparons un article sur les fermes historiques menacées par le développement immobilier. Accepteriez-vous de témoigner sur l'importance de préserver ce patrimoine? Sarah hésita, puis acquiesça. Les mots d'Eleonora résonnaient encore dans sa mémoire, la terre se souvient de ceux qui l'aiment. Le lendemain matin, l'article parut en ligne. La ferme Bennett, un laboratoire vivant de l'histoire agricole. Le texte retraçait les décennies de recherche d'Eleonora, ses journaux météorologiques, la découverte du vieux puits, les semences adaptées à la région, et même les études universitaires soulignant la valeur scientifique de son travail. Sarah lut l'article, le cœur battant. À peine avait-elle terminé que son téléphone vibra sans cesse. Michael, son cousin, stupéfait, tante Patricia, pleine de questions, et enfin Robert, furieux. Quel tour de passe-passe es-tu en train de nous jouer? Même le promoteur appela, cette fois d'une voix moins arrogante. À la mi-journée, épuisée mais résolue, Sarah rassembla tout, les données de récolte, les chiffres de vente, les relevés météorologiques, les journaux d'Eleonora, les plans de conservation des semences. Avant de partir pour la réunion familiale prévue en ville, elle s'arrêta un instant sur le perron, près du vieux fauteuil à bascule de sa grand-mère. Le vent faisait bruire les feuilles. Soudain, une vague de vertige la submergea. Le monde se mit à tourner, les sons s'éloignèrent. Elle tenta de s'accrocher au fauteuil, mais ses jambes fléchirent. La dernière image qu'elle perçut fut celle du carnet d'Eleonora glissant de ses mains, s'ouvrant sur une page datée du jour exact de sa mort. Le cœur de la terre sait. Il protège toujours les siens. Quand elle rouvrit les yeux, la blancheur des murs l'aveugla. Le bourdonnement régulier d'un moniteur remplaçait le chant des grillons. David dormait sur une chaise à son chevet, la main posée sur la sienne. Et parvint-elle à murmurer. Sa voix était rauque, étranglée. David sursauta. Dieu merci. Tu dors depuis presque 2 jours. 2 jours? La panique monta, mais il l'apaisa d'un geste. Michael a tout reporté. Il a dit que tu avais fait un malaise d'épuisement. Le médecin parle de déshydratation sévère et de stress accumulé. Sarah soupira, buvant lentement l'eau qu'il lui tendait.
J'étais bien, et puis tout a basculé. Tu tires trop sur la corde, répondit David doucement. Même ta grand-mère prenait des jours de repos. L'après-midi même, l'hôpital la laissa repartir, sous recommandation de calme absolu. La route du retour déroulait un paysage transfiguré. L'été semblait s'être éveillé en une seule nuit. Les champs verdoyaient, les fleurs sauvages peignaient les fossés de couleurs vives, et les nuages paresseux flottaient dans un ciel éclatant. Devant la maison, Michael l'attendait sur le perron. Je voulais voir ma cousine préférée. Tu nous as fait peur, tu sais. Il la serra avec précaution. Puis il souleva une boîte en carton. J'ai fouillé dans les papiers d'Eleonora chez l'avocat. J'ai trouvé ça. Peut-être que ça t'aidera pour ta présentation. À l'intérieur, Sarah découvrit une montagne de documents, factures d'impôts, lettres d'associations agricoles, propositions de rachat refusées. Une chemise attira son attention, offre de développement. Chaque page portait un nom net et sans équivoque, signé de la main d'Eleonora. Mais une lettre, datée de 2018, se démarquait. Chère mademoiselle Bennett, concernant votre demande d'évaluation minérale, notre département ne peut approuver de prêt sur la base de droits miniers hypothétiques sans études géologiques complémentaires. Sarah fronça les sourcils. Continue, souffla Michael. Un feuillet manuscrit d'Eleonora y était attaché. Troisième refus. Ils ne comprennent pas. Ce n'est pas une mine. C'est la terre elle-même, le trésor. Sarah sentit un frisson la parcourir. Elle savait. Murmura-t-elle. Michael hocha la tête. Et Robert aussi, depuis longtemps. Il lui tendit un autre dossier, un rapport géologique commandé par Robert, 5 ans auparavant, sans que personne n'en soit informé. Des passages étaient surlignés en jaune, anomalie minérale remarquable dans le cadran sud-est. Il savait que ce terrain avait une valeur spéciale, conclut Sarah à voix basse. Michael sortit ensuite sa tablette. J'ai demandé à une amie du département de géologie d'analyser des échantillons de ton champ du sud-est. Regarde. Les graphiques affichaient des concentrations inhabituelles de terres rares et de minéraux nutritifs. C'est un sol unique, expliqua-t-il. Une interaction entre les nappes souterraines et la composition rocheuse crée des conditions parfaites pour une densité nutritionnelle exceptionnelle. Sarah resta sans voix. Ce n'est pas seulement une bonne terre. C'est une terre miraculeuse. C'est pour ça que les légumes d'Eleonora avaient ce goût incomparable. Elle comprit alors, les plantes puisaient dans ces minéraux, leur conférant une richesse biologique hors norme. Et ses propres récoltes, déjà remarquées pour leur vitalité, en portaient la preuve. Michael ajouta d'un ton grave. Tu ne préserves pas seulement un héritage, Sarah. Tu es assise sur une mine d'or agricole. La nouvelle la submergea. Cette découverte changeait tout, la valeur sentimentale et historique de la ferme se doublait désormais d'un potentiel économique colossal. Des cultures issues de ce sol pourraient se vendre comme des produits médicinaux naturels, tout en maintenant la vocation écologique du lieu. La nuit tomba. Sur le porche, Sarah contemplait les champs éclairés par la lune. Le vent faisait onduler les tiges comme une mer d'argent. L'avenir se dessinait soudain différemment. La ferme n'était pas une relique, c'était une promesse. Le téléphone sonna. C'était David, depuis le bureau agricole du comté. Tu dois voir ça, dit-il d'une voix fébrile. J'ai trouvé des rapports dans les archives du comté, datés de 1992. Eleanor avait fait analyser le sol après le grand tremblement de terre. Sarah se redressa. Et alors? Les mêmes anomalies que celles qu'on observe aujourd'hui. Mais elle est allée plus loin, analyse nutritionnelle, rendement, même des observations médicales sur les gens qui mangeaient ces produits. Elle mesurait des effets positifs sur la santé bien avant que le mot nutraceutique existe. Sarah sentit une émotion la serrer à la gorge. Elle n'était pas simplement têtue, elle protégeait quelque chose. Exactement, répondit David. Et il y a plus. Des offres rejetées par des compagnies pharmaceutiques qui voulaient l'exclusivité de sa production. Une d'entre elles, en 1997, valait plus de 2 millions de dollars. Et la dernière, juste avant sa mort, venait d'une filiale du groupe immobilier Evergreen. Tout s'éclaira. Le projet de construction n'était qu'une façade. Le véritable but d'Evergreen était de contrôler les propriétés exceptionnelles de la terre. Eleonora l'avait compris et s'était battue jusqu'à son dernier souffle pour empêcher cette dépossession. Sarah leva les yeux vers les champs, vers cette terre qui vibrait d'une énergie presque palpable.
Elle comprit enfin les mots inscrits dans le journal, le cœur de la terre sait. Il protège toujours les siens. Elle n'était pas simplement en train de sauver une ferme. Elle défendait une mémoire, un savoir, une vérité enfouie dans le sol même, un héritage capable de nourrir bien plus que des ventres, des générations entières. Les jours suivants, la restauration de la vieille grange reprit. Sarah, David et 3 bénévoles s'activaient, planche après planche, à récupérer le bois encore solide. Le parfum de sueur et de poussière ancienne emplissait l'air. Soudain, Marco, un lycéen du coin, poussa un cri. « Venez voir !» Sur la paroi intérieure, sous les planches pourries, apparaissaient des symboles gravés dans le bois. Des formes géométriques, des spirales, des marques semblables à celles retrouvées sur les pierres du puits. « Elles sont anciennes », murmura David, les doigts effleurant les rainures. D'après les archives du comté, cette section date des années 1860. En retirant davantage de planches, le motif se précisa. Les symboles formaient une ligne, une sorte de flèche pointant vers l'angle sud-est du bâtiment. Sarah suivit cette direction du regard. Là, le sol différait, au lieu de terre battue, il était pavé de dalles de pierre ajustées avec soin. David s'agenouilla, intrigué. C'est très inhabituel pour une grange de cette époque. Sarah sentit une vibration familière, comme si la terre retenait son souffle. Le cœur du mystère battait là, sous ces pierres. Et, tandis que le soleil couchant incendiait l'horizon, elle comprit que ce qu'elle s'apprêtait à révéler dépasserait tout ce que sa famille, ou même la science moderne, avait jamais imaginé. Le secret d'Eleonora n'était pas seulement dans les journaux ou les semences, il était là, vivant, sous leurs pieds, dans le cœur palpitant de la terre. Sarah remarqua qu'une pierre, légèrement surélevée par rapport aux autres, semblait déplacée. En la pressant, elle sentit qu'elle bougeait. « Aide-moi avec celle-ci », dit-elle à David. Ensemble, ils soulevèrent la pierre, révélant une petite cavité creusée dans la terre. À l'intérieur reposait une boîte métallique, ternie par le temps, dont la surface portait les traces vert-de-gris des décennies passées. « On l'ouvre » demanda David. « Elle est sur ma propriété », répondit Sarah, le cœur battant. « Et après tout ce qu'on a découvert, je crois qu'elle devait être trouvée. » À l'intérieur de la boîte se trouvait un journal relié de cuir, ses pages jaunies et fragiles, ainsi qu'une lettre scellée, adressée simplement à la gardienne du cœur. Sarah ouvrit le journal avec précaution. L'écriture ancienne, délavée mais encore lisible, appartenait à Thomas Bennett, son arrière-arrière-grand-père. La première page portait la date de 1867. Le récit qu'elle lui bouleversa tout ce qu'elle croyait savoir sur la ferme Bennett. Thomas y racontait que la propriété avait servi de station sur le chemin de fer clandestin de ce réseau secret qui aidait les esclaves fugitifs à gagner la liberté dans le Nord. Le vieux hangar abritait une chambre cachée où des familles entières trouvaient refuge avant de reprendre leur route vers l'espérance. « Je savais que la ferme était ancienne », murmura Sarah, la voix tremblante, mais pas à ce point. Thomas Bennett décrivait en détail une période où un groupe de fugitifs avait dû rester plus longtemps que prévu, car un enfant parmi eux était tombé gravement malade. Parmi les voyageurs se trouvait une femme guérisseuse, dépositaire d'un savoir ancestral venu d'Afrique et des Caraïbes. Elle avait découvert les propriétés particulières de certaines plantes qui poussaient près d'une source souterraine, et les avait utilisées pour préparer des remèdes qui sauvèrent l'enfant. En signe de gratitude, cette femme transmit à la famille Bennett une partie de son savoir, une science des cycles, des sols, et des signes de la nature. Elle traça des symboles pour marquer les zones où chaque plante devait pousser, selon la lumière, l'eau, la saison. Ces marques guidaient la main du cultivateur, mais aussi son esprit, reliant la terre aux souvenirs de ceux qui l'avaient foulée avant lui. David, penché sur les pages, reconnut les symboles gravés sur les murs du hangar. Ces dessins, c'est un système complet de culture basé sur des savoirs traditionnels africains et caribéens, adaptés à cette terre précise. Le journal contenait des schémas, des notes minutieuses sur les associations de culture, les moments propices à la plantation, la façon d'honorer le rythme naturel du sol. Sarah, émue, effleura les pages. Eleanor n'agissait pas par intuition ou superstition. Elle perpétuait une tradition scientifique et spirituelle transmise depuis des générations. Elle ouvrit ensuite la lettre scellée. L'écriture était la même que celle du journal. À celui ou celle qui trouvera ces pages. Tu tiens entre tes mains la véritable héritage de cette terre, non pas seulement la terre et l'eau, mais la connaissance, un savoir sauvé alors que tant d'autres furent perdus. La femme qui bénit notre ferme de sa sagesse se nommait. Elle nous confia des techniques de culture nées de siècles d'expérience. Nous, colons blancs,
n'avions ni la patience ni la compréhension nécessaires pour les inventer. J'écris ces lignes pour que sa science ne disparaisse pas. Ces symboles marquent le cœur de la Terre, là où l'eau, le sol et la mémoire ancienne s'unissent pour créer une abondance que l'agriculture ordinaire ignore. Je charge mes descendants de protéger ce lieu non comme un bien, mais comme une promesse vivante. Que le cœur continue de battre. Thomas Bennett, 1867. Sarah et David restèrent un long moment silencieux, submergés par la découverte. Devant eux s'étendait un héritage bien plus vaste que celui d'une simple ferme, un témoignage de résistance, de transmission, et de rencontre entre mondes. Cela change tout, finit par dire David d'une voix grave. Ce lieu n'a pas seulement une valeur agricole ou géologique. C'est un site historique majeur, un point du chemin de fer clandestin avec une continuité culturelle rare. Sarah acquiesça, les yeux humides. Ils contactèrent aussitôt Martha, de la Société historique du comté. Elle arriva 1 heure plus tard, haletante d'excitation. « C'est extraordinaire », s'exclama-t-elle en examinant les documents. Avec ces preuves, la ferme pourrait obtenir le statut de site historique protégé. Les projets de développement seraient automatiquement suspendus. Sarah comprit alors le secret d'Éléanore, ses allusions au cœur de la terre n'étaient pas de simples métaphores. Sa grand-mère avait voulu protéger à la fois un sol exceptionnel, un savoir ancestral, et un PAN méconnu de l'histoire américaine. Si elle en avait parlé ouvertement, elle aurait attiré les mauvaises personnes, ajouta David. Des chercheurs de trésors, des spéculateurs. Martha photographia soigneusement chaque page, chaque symbole. Je vais prévenir le bureau de préservation historique de l'État dès ce soir. Un site aussi complet, avec sa documentation d'origine, c'est rarissime. Ce soir-là, Sarah convoqua une réunion des amis de la ferme Eleanor Bennett. Autour de la table, l'émotion était palpable. Nous pensions préserver un simple héritage familial, dit-elle. En réalité, nous protégeons un lieu de mémoire, un carrefour de savoir et de liberté. Elle ajouta d'un ton plus déterminé. Demain a lieu la réunion de famille. Avec ces nouveaux éléments, nous avons un fondement légal pour bloquer toute vente, peu importe ce que veulent mes oncles et cousins. Encocha la tête. Ton oncle Robert ne lâchera pas. Il a trop investi dans cette affaire. Ce qui me fait me demander, répondit Sarah en feuilletant le journal de Thomas, ce qu'il sait déjà. Et surtout, ce que nous n'avons pas encore découvert sur le véritable cœur de la Terre. 3 jours avant la réunion, Sarah reçut une lettre officielle. Debout sur le porche, elle la lut et la relut, les mains tremblantes. Département des transports de l'État, annonça-t-elle à David au téléphone. Il lance une étude préliminaire pour un projet d'autoroute. Notre propriété fait partie du périmètre d'expropriation potentielle. Comme par hasard, répliqua David. Juste au moment où tu découvres quelque chose qui pourrait bloquer tout projet commercial. Ton oncle Robert siège sur le comité régional des transports, non? La lettre précisait que les terrains ayant une valeur historique ou environnementale devraient être évalués avant toute décision. Sarah disposait de 10 jours pour soumettre les preuves de leur statut. Le soir même, elle réunit son équipe, David, Hank, Martha, et Michael, un voisin récemment engagé dans leur cause. Le vieux salon de la ferme devint une salle d'opération improvisée. Sur la grande table en bois s'étalait le journal de Thomas Bennett, les carnets d'Eleanor, les analyses de sol et les photos des symboles. Nous devons aller vite, insista Martha. Le bureau de préservation exige des preuves solides pour une désignation d'urgence. Et si nous contactions l'agence de protection environnementale, proposa David. Le sol et le système d'eau souterrain pourraient justifier une protection écologique. Faisons les deux, décida Sarah. Et documentons tout ce qui concerne le champ du Sud-Est. C'est le cœur de la Terre. Michael déplia la carte du département des transports. Regarde ça, la future autoroute passerait, exactement ici. Une coïncidence, fit David. Sarah serra les mâchoires. Non. Une manœuvre. Le lendemain matin, un convoi de véhicules s'arrêta dans l'allée. C'était l'équipe de documentation de la Société historique, accompagnée d'un agent de l'État que Martha avait convaincu d'effectuer une inspection d'urgence. Les hommes photographièrent le hangar, mesurèrent la chambre cachée, prélevèrent des échantillons de sol dans le champ sacré. Sarah leur remit des copies des journaux, insistant sur la continuité entre les pratiques de culture d'origine africaine et celles encore observées sur la ferme. L'agent, impressionné, déclara. En 20 ans de carrière, je n'ai presque jamais vu un site aussi bien documenté,
où l'histoire, la mémoire et la nature se mêlent de façon aussi cohérente. Quand les camions repartirent, Sarah resta seule un moment, observant la lumière du soir descendre sur les champs. Le vent faisait bruisser les herbes, et l'eau de la source murmurait comme une ancienne voix. Elle pensa à Éléanore, à Thomas, à cette femme appelée, et à tous ceux dont les pas, les rêves, les prières avaient nourri cette terre. Sous ses pieds, le cœur battait encore. Le cœur de la terre. L'officier d'État s'était exprimé avec une sincère admiration. La combinaison d'une histoire liée au chemin de fer clandestin et de techniques agricoles issues des traditions africaines fait de ce lieu un site d'une importance exceptionnelle. Ces mots résonnaient encore dans l'air tiède lorsque le ronronnement d'un moteur brisa le calme du champ. Une voiture noire, luisante comme une ombre de métal, s'arrêta près de la clôture. De l'habitacle descendit Richard Harrison, accompagné d'une femme élégante au tailleur impeccable et au regard froid. Mademoiselle Bennett, lança Harrison d'un ton mielleux, je vous présente Vanessa Mercer, conseillère juridique pour Evergreen Development. Sarah s'essuya les mains sur son pantalon avant de répondre, mesurant chaque mot. Nous documentons simplement l'importance historique de cette propriété. Mercer esquissa un sourire poli, sans chaleur. Les affirmations historiques exigent une vérification rigoureuse, répliqua-t-elle. Et elles ne suffisent pas toujours à bloquer des projets d'infrastructure jugés d'intérêt public. Harrison ajouta d'une voix faussement compatissante. Ce serait pourtant tragique qu'une autoroute détruise le caractère si unique de cette terre, à moins, bien sûr, que vous ne préfériez vendre avant les procédures d'expropriation. Notre offre demeure la plus avantageuse, bien supérieure à toute compensation gouvernementale. Lorsqu'ils s'éloignèrent, Sarah sentit la colère battre dans ses tempes. Son téléphone vibra à un appel de son oncle Robert. Il n'attendit pas qu'elle parle. « Sarah, tu fais une erreur, déclara-t-il sèchement. Tes prétentions historiques ne tiendront pas. Le projet d'autoroute bénéficie d'appuis politiques puissants. Elle inspira profondément. C'est donc toi qui as soutenu ce projet ? Pour me forcer la main, lorsque les arguments patrimoniaux menaçaient vos plans immobiliers ? Un silence s'étira, chargé de reproches non dits. J'essaie d'assurer l'avenir financier de notre famille, répondit-il enfin. Cette terre vaut des millions, mais seulement si nous agissons avant l'intervention de l'État. Ce n'est plus une question d'argent, oncle Robert. Ce domaine possède une valeur historique et scientifique inestimable. Il mérite d'être protégé. La voix de Robert se durcit. Ne sois pas naïve. Ces promoteurs ne veulent pas seulement construire des maisons. Ce qu'ils convoitent, c'est la terre elle-même. Les droits agricoles exclusifs sur ce sol sont une mine d'or. Sa composition minérale rend les cultures d'ici plus nutritives que tout ce qu'on trouve ailleurs. Une révolution pour l'industrie nutraceutique et des milliards, Sarah. Tu comprends maintenant pourquoi je suis si insistant ? Le ton de sa voix se fit presque amer. Éléanore, ta grand-mère, refusait de voir le potentiel. Elle distribuait ses légumes miraculeux au marché local alors qu'elle aurait pu bâtir un empire de l'alimentation santé. J'ai essayé de la convaincre pendant des années. Maintenant, le choix t'appartient, vends et partage les profits, ou perds tout lorsque l'État confisquera ses terres. La ligne se coupa, laissant dans le silence un goût métallique de trahison. Sous le ciel d'été. Ce soir-là, Sarah marcha seule dans le champ du sud-est, là où la brise portait encore le parfum chaud de la terre. Les grillons chantaient, les lucioles apparaissaient une à une dans la pénombre, et les tiges des cultures frémissaient doucement sous la lune montante. En 6 mois à peine, elle avait transformé des hectares abandonnés en jardins fertiles. Elle avait exhumé des fragments d'histoire oubliés, rassemblé une communauté autour d'un rêve partagé, redonné voix à l'héritage de sa grand-mère Éléanore. Et pourtant, tout cela pouvait disparaître broyé par les bulldozers d'une autoroute ou exploité par des conglomérats avides. Une notification interrompit ses pensées, un message de David. Je viens d'avoir le scientifique du sol. Les analyses confirment des taux de nutriments exceptionnellement élevés dans les récoltes du champ spécial. Rien de comparable ailleurs. C'est notre meilleur argument pour la préservation, une ressource naturelle unique. Sarah relut le message plusieurs fois, la gorge serrée. En levant les yeux, elle aperçut à la lisière de la propriété la voiture noire de Harrison. À ses côtés, un homme installait du matériel topographique, mesurant déjà le tracé prévu de la future autoroute. Il n'attendait même plus les procédures légales. Il préparait la destruction du cœur vivant de la ferme. Demain aurait lieu la grande réunion de famille. Sarah devait convaincre, non par nostalgie,
mais par vision d'avenir, montrer que cette terre représentait un modèle pour l'agriculture durable, une source de savoir presque perdue, une promesse pour les générations à venir. Mais face à des intérêts aussi puissants, quelqu'un l'écouterait-il? Le legs d'Eleanor. L'aube suivante trouva Sarah penchée sur la grande table d'études d'Eleanor, entourée de piles de documents, de plans, de photographies jaunies. Elle préparait son dossier pour la réunion, démontrer la valeur historique, l'unicité agricole et la viabilité économique du domaine. Chaque argument devait être solide, chaque chiffre irréprochable. Une frappe discrète à la porte la fit sursauter. Sur le perron, Hank tenait un petit enregistreur numérique. « J'ai retrouvé ça en nettoyant mon abri », expliqua-t-il. Eleanor me l'avait confié le printemps dernier. Elle m'a dit de le remettre à celui ou celle qui se battrait pour la ferme. Sarah prit l'appareil, le cœur battant. Elle appuya sur lecture. La voix de sa grand-mère, fragile mais ferme, emplit la pièce. À celui ou celle qui poursuivra mon œuvre, probablement toi, Sarah, si je connais le cœur de ma petite fille. Si tu écoutes ceci, c'est que tu as découvert ce qui rend notre terre si particulière. Le champ du Sud-Est, le cœur de la ferme, n'est pas seulement un sol fertile, c'est une mémoire vivante, un savoir préservé quand tant d'autres ont été perdus. La voix tremblait parfois, mais la conviction demeurait inébranlable. Robert n'a jamais compris. Il ne voit que les profits, pas l'héritage. Les développeurs qui m'ont approché ne cherchent pas à bâtir des maisons, ils veulent s'approprier la composition du sol. Leur division agricole analyse nos produits depuis des années. Ils savent ce que nous possédons. J'ai tout documenté dans mes journaux, cachés là où seul quelqu'un aimant sincèrement cette terre les trouvera, sous la pierre gravée d'un croissant de lune, à la base de la vieille source. Là, tu trouveras la preuve de leurs agissements et la raison pour laquelle cette ferme doit rester ce qu'elle a toujours été, un lieu de culture, pas un laboratoire d'entreprise. Souviens-toi, Sarah, le cœur de la terre n'est pas un endroit, c'est une promesse. Celle d'honorer le savoir transmis, de nourrir véritablement les corps et les âmes, et de protéger ce qui a été confié à notre famille depuis des générations. Fais-toi confiance. Tu as ma ténacité et la douceur de ton grand-père. La terre répondra à l'une comme à l'autre. Lorsque la voix s'éteignit, Sarah resta immobile, les yeux humides. Dans ce message, il n'y avait plus qu'un testament, c'était une bénédiction, un passage de flambeau. Le secret du croissant de lune. À l'aube suivante, Sarah rejoignit David. La brume flottait encore au-dessus des champs. Ensemble, ils marchèrent jusqu'aux ruines de l'ancien abri de la source. Là, dissimulée entre deux pierres moussues, elle distingua le croissant de lune gravé que sa grand-mère avait mentionné. Ils déplacèrent la pierre avec précaution. En dessous, soigneusement enveloppé dans une toile huilée et scellé dans du plastique, reposait un cahier à la couverture usée, le dernier journal d'Eleanor accompagné d'une clé USB. Le journal révélait les détails d'une série de rencontres entre Eleanor et la division agricole de la société mère d'Evergreen. À plusieurs reprises, on lui avait proposé des partenariats lui garantissant une fortune en échange de droits exclusifs pour étudier et breveter les éléments du microbiome du sol. Ils ne veulent pas préserver, écrivait-elle. Ils veulent extraire, isoler, contrôler. Ce qui rend cette terre spéciale, c'est l'interconnexion entre l'eau, le sol et les méthodes transmises de génération en génération. On ne peut pas réduire cela à une formule. Sur la clé USB, Sarah découvrit des courriels, des avis juridiques, des analyses scientifiques commandées par sa grand-mère. Mais surtout, elle y trouva des vidéos, des représentants d'entreprises formulant d'abord des offres alléchantes, puis, au fil des enregistrements, laissant transparaître des menaces à peine voilées. Si vous refusez, Madame Bennett, sachez que le projet d'autoroute pourrait très bien passer par vos terres. L'un d'eux souriait avec une arrogance glacée. Ce projet existe déjà, il suffirait de le réactiver. Sarah sentit la nausée la gagner. Tout s'éclairait. Le plan d'autoroute n'était pas une coïncidence, il dormait depuis des années, prêt à être utilisé comme arme de pression. Son oncle Robert, aveuglé par la cupidité, avait sans doute convaincu les promoteurs de le ressortir des tiroirs. Elle serra le journal contre sa poitrine. Sous ses doigts, le cuir usé semblait encore tiède, comme s'il battait au même rythme que son propre cœur. L'héritage du cœur. Le vent se leva, faisant onduler les hautes tiges dorées autour d'elle. Dans la lumière du matin, la ferme paraissait respirer. Sarah comprit que la bataille à venir n'était pas seulement pour sauver des terres, mais pour défendre une philosophie, une manière d'être au monde. Ce lieu avait abrité des fugitifs cherchant la liberté, des générations d'agriculteurs transmettant leur savoir,
des familles nourries par un sol qui portait la mémoire des ancêtres. La richesse véritable n'était pas dans les bilans comptables, mais dans ce lien invisible entre la terre, la communauté et la mémoire. En regagnant la maison, Sarah sentit la détermination s'ancrer en elle. Le lendemain, devant sa famille, elle présenterait les preuves, les journaux, les vidéos, les analyses. Elle parlerait de la vision d'Eleanor, une agriculture qui respecte la nature au lieu de l'exploiter, qui nourrit les hommes sans épuiser le monde. Peut-être rirait-il. Peut-être la traiterait-il de rêveuse. Mais Sarah savait désormais que le rêve était la seule réalité digne d'être défendue. Elle se tourna vers le champ du sud-est, où le soleil levant allumait les feuilles d'un éclat d'or. Là, au cœur de cette terre, battait la promesse d'Eleanor. Une promesse faite de racines, de courage et d'amour. Et Sarah jura, dans le silence vibrant du matin, qu'aucune autoroute, aucun contrat, aucune menace ne viendrait jamais l'ensevelir. 2 heures avant la réunion de famille, Sarah travaillait d'arrache-pied avec David pour classer les nouvelles preuves. Les dossiers s'empilaient, les échantillons s'alignaient sur la table, la lumière du soir effleurait les cartes et les documents d'un éclat doré. Le silence concentré fut brusquement rompu par l'arrivée de Michael, le visage tendu. « Je viens d'avoir tante Patricia », annonça-t-il. Robert a fait venir les avocats d'Evergreen à la réunion. Il compte déposer une injonction d'urgence pour bloquer toute désignation historique, le temps de réexaminer leurs droits de développement. Sarah sentit une étreinte glacée lui serrer la poitrine. Ils deviennent désespérés, murmura-t-elle. Et c'est une bonne chose, répondit David avec calme. Cela veut dire qu'ils ont peur. Nos preuves sont plus solides qu'ils ne le pensaient. Le téléphone de Sarah vibra. Les messages défilaient, l'Office d'État pour la préservation du patrimoine accélère l'examen, l'équipe d'évaluation environnementale sera sur place demain, le journal local prépare un article sur le lien avec le chemin de fer clandestin. Toute la communauté s'activait, unissant ses forces. Mais face à la machine juridique et politique d'Evergreen, cela suffirait-il? Alors qu'elle rassemblait ses dossiers pour la réunion, un dernier message s'afficha, Martha, du département d'agriculture de l'université, confirmait que les relevés météorologiques et la collection de semences d'Eleanor constituaient une avancée majeure en matière d'adaptation climatique. Tiens bon. Le trajet jusqu'à la ville ressemblait à une marche vers le champ de bataille. Dans la benne du vieux pick-up, les boîtes remplies de documents et d'échantillons formaient son arsenal contre les manœuvres de son oncle et les ressources illimitées des promoteurs. À la suggestion de Michael, ils firent halte au cimetière. Devant la tombe d'Eleanor Bennett, Sarah sentit le poids du devoir mais aussi la force tranquille de l'héritage. « Je comprends maintenant », murmura-t-elle. « Pourquoi tu t'es battue, pourquoi tu as gardé tant de secrets ?» Michael posa doucement la main sur son épaule. « Elle serait fière de toi. Quoi qu'il arrive aujourd'hui. » La réunion devait se tenir au centre communautaire, un terrain neutre pour ce qui s'annonçait comme une confrontation orageuse. En arrivant sur le parking, Sarah écarquilla les yeux, des dizaines de voitures bordaient déjà l'allée. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. À l'intérieur, la salle débordait de monde, non seulement des membres de la famille Bennett, mais aussi des agriculteurs, des historiens, des militants locaux et plusieurs élus. Une grande banderole s'étendait sur le mur du fond, « Sauver l'héritage d'Eleanor ». Les amis de la ferme Bennett avaient mobilisé tout le comté. Robert se tenait près du pupitre, entouré de Harrison et des avocats d'Evergreen. Son visage se ferma à la vue de la foule. « Ceci est une affaire de famille », protesta-t-il. « Plus maintenant », répondit Sarah en déposant l'enregistreur d'Eleanor sur la table. « Grand-mère a quelque chose à dire que tout le monde doit entendre. » Le murmure se fit silence. On avait amené la vieille table de cuisine d'Eleanor, installée au centre comme symbole de sa présence. D'un côté s'assirent Sarah et Michael, de l'autre, Robert, Harrison et les juristes de la société. Avant de commencer, déclara Janet Whitfield, présidente du conseil municipal, rappelons que cette affaire dépasse désormais la famille. Elle touche au patrimoine collectif, à l'environnement et au risque d'expropriation publique. Chacun mérite d'être entendu. Robert s'avança, sûr de lui. Tout est simple. Ma sœur a légué la ferme à Sarah, mais sa valeur concerne toute la famille. Nous avons une offre qui profite à tous et un projet d'autoroute qui pourrait tout anéantir. Ce projet d'autoroute, coupa Sarah, que toi-même as contribué à lancer grâce à ta fonction au comité des transports. Des murmures indignés parcoururent la salle. Le visage de Robert vira au rouge. J'ai défendu une infrastructure nécessaire.
Le tracé a été choisi de façon indépendante. Sarah enclencha l'enregistreur. Voyons ce que grand-mère en pensait. La voix d'Eleanor, claire et assurée malgré les années, emplit la salle. Elle y révélait les véritables intentions des promoteurs, la convoitise pour la composition exceptionnelle du sol et les pressions répétées exercées sur elle pour vendre. À mesure que les mots résonnaient, le regard de Robert se fit fuyant. Harrison, impassible en apparence, échangeait des œillades nerveuses avec ses avocats. Lorsque la bande prit fin, Sarah distribua des chemises remplies de documents, courriels internes d'Evergreen parlant des actifs agricoles uniques, analyse de sol démontrant des propriétés hors normes, preuve d'offres d'achat de plus en plus agressives. Grand-mère n'était pas entêtée, expliqua-t-elle. Elle protégeait quelque chose d'irremplaçable, un trésor vivant pour les générations futures. Martha, de la Société historique, s'avança à son tour avec le journal de Thomas Bennett et des photographies de la cache du chemin de fer clandestin. Puis M. Abrams, du Bureau agricole régional, présenta les résultats scientifiques sur les conditions de culture exceptionnelles du domaine. La combinaison de cette importance historique et de ses qualités agricoles rend la ferme Bennett éligible à une double protection, patrimoniale et environnementale. Ce qui bloquerait tout développement, s'exclama Harrison. Vous priveriez la famille d'une juste valeur marchande. Sarah releva la tête, les yeux brillants. Valeur marchande ? Parlons donc de la vraie valeur de cette terre. Elle fit signe à David, qui distribua leur dossier de plan d'affaires. Le projet Bennett Heritage Farm peut générer des revenus durables, vente de produits haut de gamme, préservation de semences anciennes, programmes éducatifs et partenariats de recherche. Patricia, la tante de Sarah, feuilleta les tableaux financiers. Ces projections me paraissent optimistes. Elles sont prudentes, répondit David. Basées sur seulement 6 mois d'exploitation et les réactions du marché actuel. Rien qu'avec les contrats de restaurants spécialisés, les bénéfices dépasseraient déjà nos estimations. Sarah posa alors sur la table un panier de légumes fraîchement cueillis, tomates charnues, herbes odorantes, poivrons étincelants. Ce n'est pas seulement de la nourriture, dit-elle. Ces plantes cultivées ici contiennent des nutriments 2 à 3 fois supérieurs aux produits commerciaux. Voilà ce qu'Evergreen convoite, non pas construire des maisons, mais s'emparer du secret du sol pour sa division biotechnologique. Harrison se tortilla sur sa chaise tandis que Sarah faisait circuler les rapports de laboratoire confirmant ses propos. Notre offre reste bénéfique pour tous, plaida-t-il. Votre famille serait dédommagée équitablement, et nos innovations pourraient nourrir le monde. En brevetant et en contrôlant des savoirs transmis librement depuis des générations, répliqua Sarah. Elle appuya sur un second enregistrement, la voix d'Eleanor encore, s'adressant 3 ans plus tôt au prédécesseur de Harrison, refusant de céder les droits exclusifs sur le microbiome du sol. Vous ne pouvez pas posséder ce que la Terre offre à tous, disait-elle. Le silence retomba. Même Robert semblait vaciller. Même si tout cela est vrai, concéda-t-il, l'avis d'expropriation reste réel. L'État peut saisir la propriété pour le projet d'autoroute. Une femme se leva du fond de la salle. Pas nécessairement, dit-elle d'une voix ferme. Je représente le service de préservation historique de l'État. Suite aux documents d'urgence que nous avons reçus cette semaine, nous avons lancé la procédure accélérée pour inscrire la ferme Bennett au registre des sites protégés. Un souffle parcourut la pièce, mêlant soulagement et stupéfaction. Sarah sentit ses genoux trembler. Michael lui serra la main. Dehors, le vent faisait frémir la bannière, sauver l'héritage d'Eleanor. Janet Whitfield conclut. Ce soir, nous avons entendu la voix du passé et celle de l'avenir. La décision qui sera prise dépassera les intérêts particuliers, elle dira ce que cette communauté choisit d'être. Sarah regarda autour d'elle, des visages familiers, des fermiers aux mains calleuses, des professeurs, des jeunes venus filmer pour les réseaux. Tous unis par le même fil invisible, celui d'une femme qui avait cru que la terre, lorsqu'on la respecte, peut guérir plus que les sols, elle peut guérir les âmes. Alors que la nuit tombait sur Mapleton, les lumières du centre communautaire restaient allumées. Et dans le silence retrouvé, Sarah sut qu'Eleanor n'était pas seulement une mémoire, elle était devenue une cause, un élan collectif que rien, désormais, ne pourrait étouffer. La décision du bureau de planification des transports tomba comme un coup près, toute activité sur les terrains de la ferme Bennett serait suspendue jusqu'à la fin de la révision environnementale et historique. Pour la première fois depuis le début de la réunion, Harrison, le représentant d'Evergreen Development, perdit son assurance. Il consulta précipitamment ses avocats, échangeant des chuchotements tendus.
Sarah saisit ce moment d'hésitation. Elle se leva, reprenant la parole avec calme, mais aussi une force nouvelle. Il existe une autre voie, dit-elle en ouvrant le dossier qu'elle avait préparé. Une voie qui honore les volontés d'Eleanor tout en assurant la sécurité financière de chacun. Elle présenta alors le projet du Bennett Heritage Farm Trust, une structure légale conçue pour préserver l'usage agricole de la ferme, tout en redistribuant des parts de revenus aux membres de la famille. Le champ du Sud-Est, expliqua-t-elle, le cœur de la terre, restera une ferme active et un site de recherche. Les autres parcelles pourront accueillir des programmes éducatifs, de l'agriculture durable, et même un développement écologique limité, qui respectera les zones protégées. Les regards se tournèrent vers les documents. Des murmures parcoururent la salle. Puis, brusquement, Robert se leva. « C'est de la manipulation émotionnelle !» s'écria-t-il. Sarah utilise la mémoire d'Eleanor pour nous priver d'une compensation équitable. Il se tourna vers les autres. Elle s'est effondrée d'épuisement il y a quelques semaines. Comment pourrait-elle gérer seule un projet d'une telle ampleur? Ce soi-disant trust est une illusion. Mais David se leva à son tour, sa voix claire couvrant les murmures. Elle n'est pas seule. Derrière lui, des dizaines de personnes se levèrent. Les amis de la ferme d'Eleanor comptent plus de 200 bénévoles actifs. L'université veut établir un partenariat de recherche. 3 chaînes de restaurants biologiques souhaitent signer des contrats exclusifs. Robert regarda autour de lui, l'isolement de sa position lui apparut soudain dans toute son évidence. Même Harrison discutait à voix basse avec ses avocats, l'air préoccupé. La réunion familiale est suspendue pour 30 minutes, annonça Janet Whitfield, la médiatrice. Je suggère à chacun d'étudier attentivement ces documents avant de reprendre. Pendant que les groupes se formaient pour débattre, Sarah resta seule à la grande table d'Eleanor. Elle posa la main sur le bois patiné, sentant sous sa paume la chaleur ancienne de générations passées. Ce n'était pas un souvenir qu'elle touchait, mais une continuité. Le travail qu'Eleanor avait protégé toute sa vie lui revenait désormais. Et elle le sentit, profondément, le cœur de la ferme battait encore plus fort que jamais. Lorsque la réunion reprit, l'atmosphère avait changé. Les voix étaient plus calmes, les regards plus attentifs. Harrison se leva à son tour, son assurance d'homme d'affaires quelque peu effritée. Après examen des documents historiques et consultation de notre division agricole, Evergreen souhaiterait proposer une alternative, déclara-t-il. Un silence accueillit ces mots. Nous reconnaissons l'importance historique et agricole unique de la ferme Bennett. Plutôt qu'un développement résidentiel, nous proposons un partenariat de recherche. Celui-ci permettrait de préserver la propriété tout en étudiant son potentiel agricole dans un cadre où la famille conserverait le contrôle et la propriété. Avec bénéfices partagés, précisa Sarah. Et une compensation financière substantielle, ajouta Harrison. Robert, jusqu'alors rigide, sembla soudain revivre. Voilà peut-être le compromis que nous attendions, la famille garde ses revenus, la terre reste agricole, et Sarah peut continuer à s'en occuper. Mais Martha, la tante historienne, leva la main. Et le site du chemin de fer clandestin? Et les techniques de culture traditionnelle? L'accès académique pourrait être organisé, répondit Harrison, dans des limites raisonnables. Sarah scruta les visages. Certains hésitaient. L'idée d'un revenu immédiat séduisait. Mais quelque chose en elle refusa ce compromis. Avant que quiconque décide, dit-elle doucement, il y a quelque chose que vous devez voir. Ils sortirent. Devant la ferme, la route d'accès était bordée de véhicules du département des transports non pas pour construire, mais pour évaluer. Les experts environnementaux installaient leurs instruments. Plus loin, des dizaines de membres de la communauté s'activaient, on récoltait, on désherbait, on bâtissait. 2 autobus scolaires venaient d'arriver, déversant des enfants enthousiastes venus participer aux ateliers pédagogiques. Une équipe de tournage du service historique de l'État filmait le site du chemin de fer clandestin. Ce n'est plus seulement notre affaire, expliqua Sarah. La ferme fait désormais partie de quelque chose de bien plus grand. Elle les guida vers le champ du Sud-Est, le cœur vibrant de la propriété. Les cultures y ondulaient sous le vent, luxuriantes, cultivées selon les méthodes d'Eleanor. Sur la lisière, de longues tables étaient dressées, chargées de plats simples préparés avec la récolte du matin. J'aimerais que vous goûtiez, dit Sarah en tendant des assiettes de légumes, d'herbes et de fruits. Tout cela a poussé dans cette terre, grâce aux techniques transmises de génération en génération. Les premiers bouchons furent timides,
puis les expressions changèrent, surprise, émerveillement. C'est extraordinaire, murmura tante Patricia. Si, vivant. Ce n'est pas qu'une question de goût, ajouta David, distribuant les analyses. Ces aliments ont une densité nutritionnelle supérieure à la moyenne. La composition minérale du sol, combinée à ces techniques, crée quelque chose d'unique. Robert prit une tomate. Il la mordit, resta silencieux un instant, puis son visage se transforma. C'est donc ça, ce qu'Eleanor protégeait. Une partie seulement, répondit Sarah. L'autre partie, c'est la connaissance, la terre, et la communauté. Tout est lié. Ils visitèrent ensuite le reste du domaine. Les champs jadis abandonnés s'étaient mués en un centre agricole et culturel vivant. L'ancien hangar abritait désormais des expositions sur l'histoire de l'agriculture et du chemin de fer clandestin. Dans la cuisine commerciale, on transformait les récoltes en produits artisanaux. Un petit magasin proposait le miel, les confitures, et les objets fabriqués par des artisans locaux. Enfin, Sarah les conduisit jusqu'au puits du champ du Sud-Est. Voici le cœur de la terre, dit-elle, le lieu qui nourrit tout le reste. Eleanor l'a protégé toute sa vie, pas seulement pour notre famille, mais pour tous ceux qui bénéficient de ce qui pousse ici. Robert resta silencieux, observant les pierres taillées du puits, les plantes luxuriantes, les bénévoles à l'œuvre. Pendant des années, murmura-t-il, elle a essayé de m'expliquer cela. Je n'ai vu que l'argent. Je croyais qu'elle s'accrochait au passé. Il leva les yeux vers Sarah. En réalité, elle protégeait l'avenir. Oui, répondit-elle doucement. Il hocha la tête, ému. La famille doit en discuter en privé avant toute décision. Dans la cuisine de la ferme, autour de la table d'Eleanor enfin revenue à sa place, la discussion fut longue, parfois tendue, mais peu à peu les voix s'accordèrent. Quand ils revinrent, Robert s'avança vers Sarah. « Nous avons pris notre décision, annonça-t-il. Il lui tendit un dossier. La famille soutient ton projet de Bennett Heritage Farm Trust, avec quelques ajustements financiers. Aucun développement, aucune alliance corporative qui trahirait la vision d'Eleanor. Sarah sentit ses yeux se troubler. Elle serra le document contre elle. 6 mois plus tard, un nouveau panneau ornait l'entrée du domaine. Eleanor S. Legacy Ferme et Centre d'éducation du patrimoine. Le vieux hangar resplendissait sous sa peinture neuve. Le porche rénové accueillait les visiteurs venus pour les dîners fermiers. Les champs autrefois en friche produisaient maintenant des récoltes abondantes. Et le champ du Sud-Est, le cœur, restait consacré aux méthodes spéciales d'Eleanor désormais étudiées par l'université, mais toujours respectées dans leur essence traditionnelle. Le site du chemin de fer clandestin avait été soigneusement restauré. Des programmes éducatifs rendaient hommage aux fugitifs et aux traditions agricoles africaines qu'ils avaient transmises. David rejoignit Sarah près du panneau. Leurs mains se trouvèrent naturellement. Autour d'eux, les visiteurs déambulaient entre les jardins et les ateliers. Des rires d'enfants s'élevaient du potager où ils apprenaient à conserver des graines, exactement comme Eleanor l'avait enseigné autrefois. Elle aurait adoré voir cela, dit Sarah, émue. Elle l'avait prévu, répondit David. C'est pour cela qu'elle t'a tout confié. Sarah regarda les champs dorés, les silhouettes penchées sur la terre, la lumière du soir jouant sur les arbres. Le cœur de la terre battait fort, désormais. Il nourrissait non seulement les récoltes, mais aussi la communauté, la connaissance et l'espérance, tout ce qu'Eleanor avait semé, et que, grâce à eux, le monde continuait de faire grandir.